Françoise Flider, je suis ravi de te rencontrer ici à Paris, chez Olivier et Ségolène de l'Angle, dans leur salon merveilleux, dans leur salle à manger. Et en fait, si nous nous sommes rencontrés aujourd'hui, c'est pour rappeler la carrière extrêmement brillante que tu as faite et rappeler aussi que tu as été durant plus de 30 ans directrice du Centre de recherche sur la conservation des documents graphiques. La première question qui vient à l'esprit est celle de se dire mais comment dans les années 50, Françoise Flider, jeune étudiante, a pu choisir la voie qu'elle a ensuite si brillamment traversée. Eh bien, voilà, je vais essayer de répondre. Avant, je voudrais effectivement... Je suis très honorée que tu m'aies choisie. Je ne sais pas si ma carrière a été brillante, mais elle a été passionnante. Et je voulais aussi profiter pour remercier Olivier et Ségolène de nous accueillir ici. C'est somptueux et je trouve que c'est un cadre merveilleux pour ce genre d'interview parce qu'on voit combien la culture a imprégné cette maison, et ne serait-ce que de voir ce qu'on trouve sur les murs ou dans les meubles, on se rend compte qu'on est déjà dans un musée. Donc le cadre se prête bien à cette interview. Alors voilà, pourquoi j'ai choisi, mais j'ai pas choisi en réalité, c'est le hasard. Le hasard m'a amené dans cette voie et j'y suis restée, je ne devais pas y rester. En réalité, dans les années 50, c'est exactement même 53, j'étais étudiante, jeune mariée et j'avais besoin de gagner ma vie. Et j'aurais voulu commencer une thèse, mais il fallait que j'amène un petit peu de beurre dans le ménage. Et donc, je cherchais du travail provisoirement en attendant que mon mari, jeune étudiant en médecine, ait terminé ses études. Et à l'occasion d'un dîner amical, on m'a proposé de rentrer au Muséum d'histoire naturelle pour me préoccuper de la conservation des livres de la Bibliothèque nationale qui avait subi beaucoup de dommages pendant la guerre, puisque nous étions en 1953, donc la guerre venait de se terminer peu d'années avant. Et l'administrateur de la Bibliothèque nationale à l'époque, Julien Quin, malheureusement avait été déporté à Auschwitz et il avait rencontré dans son camp de déportation Roger Heim, qui à l'époque était directeur du Muséum d'histoire naturelle. C'était un grand mycologue. Et quand ils sont rentrés, ils ont pu, heureusement pour eux, être sauvés et rentrer après la libération. Ils ont repris leurs activités l'un comme l'autre, le mycologue au muséum et Julien Quin a repris ses fonctions à la Bibliothèque nationale. Et c'est à ce moment-là qu'il a vu les dégâts causés sur ses livres, en particulier par les champignons. Et comme son ami Roger M était mycologue, tous les jours, il l'appelait pour lui demander ce qu'il fallait faire pour ses livres qui étaient moisis. Et un jour, peut-être, Roger M, je crois, on m'a raconté l'histoire, lui a dit « C'est bien joli, moi j'ai pas vraiment le temps, il faut absolument que tu demandes au CNRS de te détacher un chercheur qui va s'occuper à temps plein des champignons qui se développent sur tes livres, parce que moi je ne peux pas. » Et à ce moment-là, Julien Quin dit « Banco, je vais demander au CNRS. » À l'époque, quand Julien Quin demandait un poste au CNRS, on lui accordait dans la demi-heure. Ça a bien changé, bien évidemment. Et donc, Roger M s'est vu attribuer un poste de jeune chercheur, de stagiaire de recherche, et il cherchait quelqu'un pour pouvoir ce poste. Et il se trouve que chez une amie commune, j'ai rencontré un assistant de Roger M. Et quand, au cours de ce dîner, j'ai dit que je cherchais du travail, il m'a dit « Vous êtes la personne que je cherche, mon patron cherche un jeune chercheur comme vous pour s'occuper des livres de la Bibliothèque nationale. » À l'époque. Mais quel genre d'études étais-tu en train de Et moi, réaliser j'étais chimiste, j'avais terminé ce qu'on appelle maintenant la maîtrise, c'était la licence à l'époque, et je voulais commencer une thèse en chimie organique, parce que je m'occupais beaucoup de la chimie tinctoriale, et j'avais l'intention de commencer une thèse. J'étais stagiaire du reste chez Francolor à l'époque.
Et je pensais m'orienter dans cette voie. Et quand ce jeune homme m'a proposé de m'occuper des champignons qui se développaient sur les livres de la Bibliothèque nationale, je lui ai dit que j'étais pas du tout la personne qu'il cherchait, parce que je ne connaissais strictement rien à la biologie. Les champignons, j'en avais jamais vu. Je ne faisais que de les manger, ce que je récoltais dans la forêt. Et donc, je ne pouvais pas répondre à sa demande. Mais il a été plus loin, peut-être qu'il a été intéressé par mon profil, qui était très éloigné de celui. Et il m'a dit, mais quand même, allez, je voudrais que vous rencontriez mon patron, ça risque rien. De fil en aiguille, il m'a présenté, il m'a pris un rendez-vous avec son patron, qui était Roger M., qui est un homme absolument fabuleux, à qui j'ai raconté ma vie, et qui m'a dit, mais c'est très bien, vous êtes très jeune, vous n'avez jamais fait de cryptogamie, mais il s'appelait Monsieur Fusé, mon collaborateur, va vous former, et vous êtes la personne que je recherche. Alors, de fil en aiguille, j'étais embringuée. C'est comme ça que j'ai été présentée à Julien Quin. Je pense que Julien Quin a trouvé que j'avais le profil. J'ai pas encore aujourd'hui compris comment ces deux personnes pouvaient considérer qu'une étudiante en chimie organique avait le profil de se préoccuper des champignons qui se développent sur le papier. Je ne l'ai encore jamais compris, mais toujours est-il que je me suis retrouvée stagiaire de recherche au laboratoire de cryptogamie du Muséum d'histoire naturelle pour me préoccuper des champignons se développant sur les papiers. Non pas la chimie du papier, mais les champignons. Alors à l'époque, bien évidemment, le CNRS avait quand même déjà une notoriété. Et quand j'avais dit aux personnes de ma famille qu'on me proposait un poste de stagiaire de recherche pour ce travail, tout le monde m'a dit, mais tu peux pas refuser, c'est quelque chose d'extraordinaire. Rentrer au CNRS, je lui dis, ah oui, mais mes champignons, j'en ai rien à faire, moi. J'étais la seule à être opposée, complètement opposée. Puis finalement, j'étais un peu poussée par mon propre mari, qui m'a dit, mais prends toujours ça, dans un an je serai interne, j'aurai mon salaire d'interne et tu pourras retourner chez Francolore, faire ta thèse, fais ça en attendant, ça va nous sortir de l'ornière. Alors voilà, je me suis retrouvée dans les sous-sols du laboratoire de cryptogamie pour me former à la mycologie avec ce jeune assistant de Roger M. Mais tu parlais tout à l'heure de ta famille, et en fait, dans ta famille, est-ce qu'il y avait des personnes qui s'intéressaient au domaine chimique, par exemple? Non, pas du tout. Je ne sais pas si ensuite, il y avait peut-être aussi des personnes qui s'intéressaient au patrimoine culturel. Non, pas du tout. Alors, pas du tout, parce que mes parents avaient une société commerciale de literie, une affaire qui était intéressante, et ils considéraient que j'étais faite pour le commerce. Et ils auraient ma sœur, nous sommes deux, j'ai juste une sœur qui est médecin. Donc quand ma sœur a fait sa médecine, mon père a déjà compris qu'il n'y avait aucune chance de ce côté-là. Et il s'était dit que peut-être, moi je faisais de la chimie, mais la chimie ça peut mener aux problèmes commerciaux. Et il espérait que je reprendrais son affaire, ce que j'ai jamais voulu faire. Alors donc du côté de mes parents, il n'y avait pas d'intérêt particulier pour les domaines culturels. Quant à mon mari, il était médecin, et quand il voyait que j'étais assez... que ce sujet ne me convenait pas vraiment, et il m'a juste simplement poussé pour des problèmes matériels, purement matériels. Ouais. Et donc, je commençais avec une certaine réserve, et pas très heureuse d'avoir abandonné ce qui m'était cher. Et donc, je me suis mis à la mycologie, et j'ai rencontré des gens fort intéressants à la Bibliothèque nationale. Il faut dire que là, il y avait une ouverture. Julien Quin est un homme fascinant. Je n'ai pas vraiment travaillé avec lui, mais j'étais très soutenue. Et il m'a mis dans les mains d'une personne qui était sa proche collaboratrice, qui est un conservateur, qui est devenu secrétaire général de la Bibliothèque nationale, mais à l'époque où je l'ai connue, elle était conservateur chargée des problèmes administratifs et adjointe de Julien Quin. Et qui était? Qui était Thérèse Kleindienst, ouais. Et qui est une femme fabuleuse. C'est une chance extraordinaire d'avoir pu rencontrer une personne pareille, avec l'ouverture, l'intelligence. Et
on a tout de suite très bien accroché. Elle est nettement plus âgée que moi, elle devait avoir 10 ou 15 ans de plus quand je suis rentrée. Donc j'étais très jeune, elle avait déjà une certaine maturité, elle devait avoir dans les 35, entre 35 et 40 ans. Et elle m'a pris en charge et elle m'a formée. Elle m'a complètement formée. Elle m'a d'abord appris à écrire. Je ne savais pas que je ne savais pas écrire. J'avais passé mon bac, j'avais passé mes études de chimie, mais on ne sait pas écrire quand on fait une licence de chimie. Et elle m'a tout appris. Alors, il s'est passé une chose absolument extraordinaire, c'est que j'étais engagée mois de février 53 par le CNRS, et comme on était très jeunes et qu'on aimait la vie, on se dit, avant de commencer à travailler au CNRS, on va aller faire une semaine de ski. Parce que j'avais dû être engagée pour le 15 février, on s'est dit qu'on allait passer 8 ou 10 jours à Megève pour se remettre en forme. Et malheureusement... Excellent début. Oui, c'était une bonne idée. Surtout pour un jeune couple qui était complètement fauché. Ça, c'est autre chose. Et le malheur a fait que le deuxième jour, je me suis cassé la jambe. Oh. Et très mal cassée. Ça a été une opération. Je me suis cassé tibia péroné avec des placements. Et le retour en catastrophe, l'opération. Et à l'époque, c'était le plâtre de moi, la jambe complète, on ne béquillait pas. Et je devais commencer à travailler le 15 février. Donc c'était assez mal parti. Eh bien, donc j'ai dû faire tous les papiers. On a repoussé mon engagement avec le CNRS au mois de mai. Et cette Thérèse Clindis, qui était quelqu'un qui était célibataire, hein, sa vie c'était la Bibliothèque nationale. Elle s'est dit, oh, c'est une très bonne opportunité, cette jeune femme qui ne connaît rien aux champignons, aux insectes, elle est dans son lit, dans son plâtre. Profiter de son séjour à l'hôpital. Eh bien, j'avais profité. Non, c'était chez moi. J'étais retournée chez mes parents. On venait de se marier, j'avais 6 mois avant. Et donc, eh bien, elle n'a rien d'autre à faire que de se former au point de vue théorique. Et toutes les semaines, elle venait chez mes parents m'apporter une pile de livres sur les champignons et sur les insectes qui se dévoraient les livres. J'étais dans mon plâtre, donc ficelé, avec des livres, en particulier un livre, je me souviens, de Le Pigre, qui a une encyclopédie sur tous les insectes qui se développe sur tous les matériaux cellulosiques. C'était horriblement ennuyeux. Et je me suis dit, mais c'est pas possible, je vais pas tenir le choc. Et alors, toutes les semaines, elle reprenait ses livres, elle me demandait un peu d'en faire la synthèse, et elle revenait avec d'autres livres variés et divers sur le... Et alors, c'est à ce moment-là que je me suis dit, mais dans le fond, il y a peut-être autre chose que les champignons et les insectes. Il y a peut-être quand même un problème de dégradation du papier. Et c'est là où j'ai eu l'idée en me disant, la chimiste qui était en moi s'est dit, dans le fond, le papier, c'est peut-être plus intéressant que ces champignons, parce qu'il y a peut-être des problèmes de dégradation, il y a peut-être quelque chose à faire. Et ça a commencé à germer en me disant, je vais peut-être m'en sortir autrement. Voilà, parce que en fait, les champignons étaient les effets, et tu pensais aux causes. Voilà. Oui, c'est ça. Et au problème du support lui-même, en me disant, dans le fond, si les champignons se sont développés sur le papier, ça a dû détériorer le papier, et il faut peut-être voir comment il est ce papier, ce qu'on peut faire. Ça a été la première réflexion. Mais quand même, pendant la première année, le but de mon engagement, c'était de mettre au point des méthodes pour tuer les champignons et les insectes qui se développaient sur les livres de la Bibliothèque nationale. Ce qui à l'époque était considéré comme une grande nouveauté. Et à l'époque, on utilisait du bromure de méthyle. Et c'est ça qui est amusant et intéressant, c'est que Julien Quin m'avait dit, je sais qu'il y a des étuves de bromure de méthyle qui étaient du reste au Musée de l'Homme, qui avaient été mis en place par Georges-Henri Rivière, qui à l'époque travaillait, était directeur de la département des objets ethnographiques du Musée de l'Homme. Et on avait mis cette étuve à la disposition de la Bibliothèque nationale pour désinfecter les livres. Mais en réalité,
le problème qui m'a été posé par Thérèse Glandis, c'est le bromure de méthyle. Est-ce que c'est un bon produit pour tuer les insectes et les champignons, premièrement? Deuxièmement, c'est un produit très toxique et on voudrait trouver quelque chose de moins toxique. Alors ça a été mes premiers travaux. C'est pas tellement d'identifier les champignons, parce que dans le fond, c'était pas le problème, mais c'était de trouver un substitut au bromure de méthyle. Et alors ce qui est très amusant, c'est que ça a été l'objet de mes premières recherches, et moi j'ai trouvé comme substitut de l'oxyde d'éthylène, qui est un gaz qui est à la fois fongicide, insecticide et bactéricide, ce que n'était pas le bromure de méthyle. Le bromure de méthyle est un gaz uniquement insecticide qui n'avait aucune action sur les champignons. Alors ça a été ma première étude, de démontrer qu'il n'y avait pas d'action sur les champignons et de trouver autre chose. Mais le drôle de l'affaire, c'est que on a donc arrêté d'utiliser le bromure de méthyle, qui était un gaz très toxique, et on a utilisé l'oxyde d'éthylène. Et heureusement que j'ai fait cette recherche à ce moment-là, parce que nous étions complètement opérationnels au moment des inondations de Florence et de Venise, et ensuite même l'année plus tard, en 67, donc c'était Florence... 66. 67, je crois. Non, novembre 66. 66, et Lisbonne, c'était 67, c'était l'année d'après. Voilà. Et donc, on a utilisé les nouvelles recherches que j'avais mises au point sur l'oxyde d'éthylène, et on a désinfecté en particulier les livres de la bibliothèque de Florence à l'oxyde d'éthylène. Et donc, on était tout à fait opérationnel. Bon, c'était 10 ans plus tard, hein, c'était 66. Moi, j'avais commencé des recherches en 54, 55. Et on avait un recul de 10 ans. Mais le drôle de l'affaire, c'est que j'ai mis au point l'oxyde d'éthylène pour désinfecter les livres, avec beaucoup de succès. Seulement maintenant, depuis une quinzaine d'années, l'oxyde d'éthylène est très contesté parce que c'est un gaz aussi très toxique. Et à l'époque, on ne le savait pas. Et en réalité, l'oxyde d'éthylène est un gaz cancérigène, mutagène. Et c'est amusant de voir que j'ai choisi, pour remplacer le bromure de méthyle toxique, j'ai choisi de l'oxyde d'éthylène qui est encore plus toxique. Mais à l'époque, ça n'était pas, on n'avait pas fait les recherches pour démontrer que c'était un gaz cancérigène. Et tu t'es occupé de ces recherches aussi, ou bien ce sont non, des pas recherches du tout. qui ont été faites par d'autres? Non. Ça a été fait par des études médicales. La c'est toxicité de l'oxyde d'éthylène n'a été faite que par des équipes médicales. Moi, j'ai mis au point le protocole pour l'efficacité. C'est le travail que nous avons toujours mené au CRCDG, au centre de recherche, c'est d'essayer d'abord de voir l'efficacité du produit sur les organismes vivants, et ensuite de l'innocuité sur nos documents. Nos documents qui sont constitués d'abord par le papier, ensuite par les encres, et également par le parchemin et les reliures parchemin et cuir. On va peut-être remonter un petit peu, parce que pour arriver à la création justement de ce centre... Voilà, c'est ce que j'allais dire, on anticipe. Comment es-tu arrivé? Parce qu'en fait, tu as été le moteur principal quant à la création de ce centre. Alors, en réalité, je commençais donc en mai 1953 les premières recherches. On m'avait mis dans un petit coin d'un laboratoire de chimie qui était situé dans des sous-sols très sordides du laboratoire de mycologie, de cryptogamie du Muséum d'histoire naturelle. Et donc, j'ai commencé les premières recherches toute seule dans mon coin sur le bromure de méthyle, sur l'oxyde d'éthylène, sur les champignons, sur les papiers, etc. Et puis, j'ai continué. Ensuite, je me suis rendu compte qu'il y avait autre chose, comme je venais de le dire, que le papier devait poser des problèmes. Et en tant que chimiste, je me suis dit que je pouvais peut-être m'occuper de la chimie de la cellulose, la chimie du papier, et voir un petit peu les tests qu'on pouvait utiliser pour suivre la dégradation. Donc c'est à ce moment-là qu'avec l'AFNOR, j'ai regardé un petit peu quels étaient les tests qu'on utilisait dans l'industrie papetière en particulier. Donc je me suis informée de la chimie du papier, ce que je ne connaissais pas du tout, mais ça commençait déjà à rentrer plus dans mes compétences en tant que chimie organique. Le papier, c'est de l'organique, donc ça m'a beaucoup plus intéressée. Alors je me suis informée à ce moment-là auprès de l'industrie papetière, j'étais faire des stages, j'étais m'informer sur la chimie du papier, j'ai travaillé sur la chimie du papier, et le temps a passé. Et je travaillais toujours uniquement pour la Bibliothèque nationale. Et dans les années 58, 59, 60, peut-être même 60, André Chanson,
qui était directeur des archives nationales, a entendu parler des petits travaux qu'un chercheur du CNRS faisait dans le cadre du Muséum d'histoire naturelle, et il est venu me voir. Il est venu s'informer, visiter le laboratoire, qui était une pièce assez sordide, et me demander un peu ce que je faisais. Tu étais toujours dans ce sous-sol? Ah, j'étais dans le sous-sol, je suis restée 18 ans dans le sous-sol. Et donc, il a été impressionné par la vétusté des locaux et par l'intérêt des recherches que je lui ai présentées, qui étaient déjà très limitées aux champignons, aux insectes et au papier. Et à ce moment-là, il s'est dit, mais dans le fond, moi j'ai les mêmes problèmes aux archives. Pourquoi diable ce jeune chercheur travaille pour la Bibliothèque nationale alors que nous, aux archives nationales, on a les mêmes problèmes. Donc il faut absolument que ce soit un laboratoire mixte qui s'intéresse aussi aux problèmes des archives. Et alors à ce moment-là, il a commencé à remuer les administrateurs qui étaient Julien Quin, qui était Roger M, et à leur dire « mais moi ça m'intéresse, il faut faire quelque chose et on ne peut pas la laisser dans ce sous-sol sordide ». Et c'était à l'époque, dans les fins des années 60, fin des années 50, début 60, où il a acheté plusieurs hôtels particuliers du Marais pour élargir les archives nationales. Et à ce moment-là, il m'a, à moi, petit chercheur de rien du tout, il m'a dit, mais écoutez madame, je suis en train d'acquérir pour les archives des hôtels du Marais et je pense qu'il faudrait en prendre un pour y faire le laboratoire de recherche sur les arts graphiques, sur les archives. Et alors je trouvais que c'était fabuleux, sortir de mon sous-sol du muséum pour aller m'installer dans un hôtel du Marais, je croyais rêver. Parce qu'à l'époque, les archives nationales n'avaient pas de chercheurs dans le domaine de la conservation. Ils avaient un atelier de restauration, mais ils n'avaient rien. Mais bon, il s'est passé ce qui se passe malheureusement souvent en France dans les administrations, c'est qu'il y avait entre les directeurs des archives et l'administrateur de la Bibliothèque nationale des zizanies, des luttes d'intérêts, et que les rapports entre archives et bibliothèques n'ont jamais été très cordiaux. Et quand Julien Quin a entendu dire qu'André Chanson voulait récupérer ce qu'il avait créé, c'est-à-dire rien du tout, parce que j'étais encore seule dans un sous-sol, il l'a vu rouge et il a dit qu'il n'en était pas question, que c'était lui qui avait eu l'idée de créer quelque chose et qu'André Chanson n'allait pas récupérer pour lui ce que lui avait créé et avait pensé. Et qu'il n'était pas question qu'on mette à notre disposition un hôtel du Marais et que je resterais dans mon sous-sol chez Roger M, qui était un terrain neutre. Donc c'est à ce moment-là qu'il a été dit qu'il fallait que ce laboratoire reste dans terrain neutre et ne soit pas tiraillé entre la bibliothèque et les archives. Alors, heureusement, grâce à André Chanson, qui avait la suite dans les idées, il a compris qu'il ne pouvait pas récupérer cet embryon de chercheurs et de laboratoires, et que donc, au moins, on allait créer officiellement un centre digne de ce nom. Et c'est à ce moment-là qu'il s'en est personnellement occupé, qu'il est allé contacter la direction des musées, parce qu'il a pensé que la direction des musées, il y avait un département des arts graphiques, et que dans le fond, si laboratoire il fallait que ce laboratoire se préoccupe non seulement des livres de la Bibliothèque nationale, des archives nationales, mais également de tout ce qui était sur papier dans les musées. Et que donc, il est arrivé à la force du poignet à faire prendre par un arrêté interministériel un décret créant le centre de recherche sur la conservation des documents graphiques. Alors ce centre qui a été créé par cet arrêté en 1963, il avait juste un chercheur, peut-être qu'il y avait une technicienne à l'époque qui travaillait avec moi, et il y avait un chapeau qui était extraordinaire, un conseil d'administration qui était constitué par le directeur général des Archives de France, le directeur des Archives des Archives de France, le directeur général des Musées de France, l'administrateur de la Bibliothèque nationale, le directeur du Muséum d'histoire naturelle et le directeur général du CNRS. C'était mon conseil d'administration qui devait se réunir tous les ans pour décider du programme de recherche du chercheur. Somptueux. Mais qui avait proposé ce conseil d'administration? C'était André Chanson. André Chanson. André Chanson avait tout combiné et il voulait que les choses soient bien réparties
entre les 3 directions de la culture, le muséum qui était le terrain neutre, qui n'avait rien à faire dans l'histoire, et le CNRS qui payait le chercheur. Alors, ce conseil d'administration ne s'est jamais réuni, bien évidemment. Et je suis restée petit chercheur sous les auspices de Roger M, dans mon sous-sol, où j'avais grappillé. Au départ, j'avais un quart d'un laboratoire. Ensuite, j'ai eu un petit laboratoire, une petite pièce pour moi toute seule. Et puis ensuite, j'ai fini par avoir 4 petites pièces. Et nous étions... j'y suis restée jusqu'en 71. De 53 à 71, nous étions 4 quand on l'a quitté. Mais ça a été toute une histoire parce que on était 4, mais on avait du matériel. Et comme on n'avait que 4 petites pièces, il fallait, quand on voulait faire un essai de résistance mécanique d'un papier, il fallait mettre un appareil sous la paillasse pour en remonter un autre sur la paillasse parce qu'il n'y avait pas la place. Donc c'était invivable. Alors, Roger M, en plus, trouvait que je prenais trop de place parce que je prenais 4 pièces et qu'il n'avait pas vu que je prendrais autant de place et il ne voulait pas me garder. Alors, il s'est posé un gros problème. Roger M ne voulait pas me garder. Julien Quin ne voulait surtout pas m'avoir parce qu'à l'époque, il ne voulait pas avoir de laboratoire dans l'enceinte de la Bibliothèque nationale. Ça a bien changé, il a eu peur du feu. André Chanson n'avait pas le droit de me prendre parce que c'était du vol. Et donc, on ne savait pas quoi faire de moi. Alors à ce moment-là, Roger M a pris les choses en main et a dit, bon, j'ai compris, je ne me débarrasserai jamais de vous, parce que comme vos administrateurs ne sont pas d'accord, et que moi je suis terrain neutre, je crois que je vous aurai pour la vie. Alors il faut que je vous mette quelque part. Alors là, on a commencé à chercher l'endroit où on pourrait me mettre. Il n'y avait pas de place au muséum. Roger M, j'ai oublié de le dire, était directeur du laboratoire de cryptogamie, mais directeur également de l'ensemble du muséum d'histoire naturelle, parce que la direction du muséum, jusqu'alors, était assurée par un des directeurs de laboratoire. Et Roger M a été directeur du muséum pendant 20 ans, je crois. Donc, il connaissait bien les lieux, il savait bien qu'il n'y avait aucune place pour me mettre, et il avait pensé à un moment donné creuser sous le jardin des plantes. Et puis, ça n'a pas pu se faire, c'est des travaux gigantesques. Alors, a jailli l'idée merveilleuse de la part de Julien Quin, qui avait débloqué des crédits pour faire la bibliothèque centrale du Muséum d'histoire naturelle. La bibliothèque centrale dépendait de la direction des bibliothèques, comme toute bibliothèque universitaire. Et à ce moment-là, dans les années 65 à peu près, Julien Quin avait voté des crédits au muséum pour créer la bibliothèque centrale et une partie des réserves, mais seulement une partie, parce que la deuxième partie, c'était trop cher. Et dans les années 65, on a donc créé cette bibliothèque et un mur, on n'a fait qu'une partie. Et quand il y a vu qu'il y avait vraiment des difficultés pour me trouver un emplacement, il a été décidé par Julien Quin qui voterait les crédits pour la deuxième tranche des réserves, à condition qu'on y héberge le laboratoire. Et donc, c'est comme ça qu'on a pu créer un laboratoire digne de ce nom, et on m'a demandé de faire les plans. Alors bien évidemment, moi je voulais faire ce laboratoire en rez-de-chaussée, ce qui était logique, et mettre les réserves de livres au-dessus, mais le conservateur, qui était Madame Duprat à l'époque, avait besoin, pour sa bibliothèque, du rez-de-chaussée, pour l'accueil des livres, enfin bon. Donc il a été décidé qu'on nous mettrait tout en haut, au-dessus des réserves de livres, qui est tout à fait irrationnel. Et comme les réserves de livres ont une hauteur de plafond de 2,20 mètres, et que ce n'est pas suffisant pour un laboratoire, on nous a donné 3 étages de réserves de livres pour faire 2 étages de laboratoire. En 1963 est créé le centre, mais en fait tu as été engagé comme stagiaire en 1953. Qu'est-ce qui s'est passé pendant ces 10 ans Eh bien, entre 53 et 63, en réalité, j'ai travaillé absolument seule et rien n'était fait dans ce domaine, strictement rien. On voyait les phénomènes de détérioration, mais on était sans issue, sans solution. Donc, le travail que j'ai dû mener, c'était d'abord de mettre au point. La première chose, c'est mettre au point des méthodes pour désinfecter ces documents qui étaient envahis par des champignons, par des insectes. Alors, qu'est-ce que ça veut dire mettre au point? Ça veut dire faire un travail de littérature déjà, pour voir quels sont les produits qu'on peut utiliser.
Ensuite, acheter un peu d'équipement parce qu'on n'avait rien, strictement rien. Donc il fallait tester l'efficacité des méthodes sur les champignons. Encore tout ce qui avait trait aux champignons, j'étais dans un laboratoire de cryptogamie, donc j'avais le matériel. Mais ensuite, quand on a vu passer en revue un grand nombre de produits, de procédés, il a fallu s'occuper de l'interaction entre ces produits et le papier. Alors là, on n'avait pas un appareil pour tester le comportement du papier. Donc c'est à ce moment-là que je me suis formée au niveau de l'industrie papetière pour savoir quels étaient les tests, quels étaient les appareils. J'ai dû tout faire de A jusqu'à Z. Donc j'ai un peu équipé le laboratoire et ensuite j'ai fait des tests sur les papiers pour voir un peu quels étaient les tests qui reflétaient le mieux un phénomène de détérioration. Donc tout ce travail, je l'ai fait seul. C'est ça. Dans l'industrie papetière dont tu parlais tout à l'heure, où tu as fait des stages, comment était perçue ton activité, ton souci de recherche? Très bien. J'ai beaucoup travaillé avec l'extérieur, avec l'industrie d'une part et avec les universités d'autre part. Et chaque fois que je contactais quelqu'un, parce que j'étais aussi seule pour les contacter. Personne ne m'a donné d'adresse, on me posait le problème, à moi de me débrouiller. Donc il fallait que je cherche les personnes qui pourraient s'occuper de moi, qui pourraient me recueillir, me faire des stages. Et généralement, j'étais très bien reçue parce que le problème que je posais était un problème qu'ils trouvaient passionnant et qui pour eux était très original, et ça les sortait de leur routine. Que ce soit l'industrie ou que ce soit les universités. Les universitaires, ils étaient aussi très contents d'avoir à traiter un problème pratique. Parce que dans l'université, jusqu'alors, on faisait surtout des recherches fondamentales. Et quand je leur parlais d'un comportement d'un papier, d'abord, qu'est-ce que c'est que le papier? Et il y a 1001 papiers. Quels sont les papiers qui nous intéressaient? Quelle était la composition des papiers de la Bibliothèque nationale? Il fallait d'abord les analyser, il fallait savoir de quoi on parlait. On partait du point zéro. Donc j'ai appris à reconnaître un papier. Alors apprendre à reconnaître un papier comment? Dans l'industrie papetière, on m'a fait faire des cours de microscopie et j'ai appris les différentes pâtes, j'ai appris et simplement on m'a acheté un microscope, j'ai appris à me servir d'un microscope, ce que je ne savais pas faire. Non, parce que en chimie, on ne fait pas beaucoup de microscopie. C'est vrai, oui. Pas du tout, on fait plutôt de la synthèse organique, mais on ne fait pas beaucoup de... Je ne connaissais rien. J'ai eu du mal du reste, c'est pas évident. J'ai appris des cours de microscopie, j'ai appris la microscopie du papier. Ensuite, j'ai pris des échantillons, j'ai analysé. Enfin, il faut se rendre compte qu'on partait de rien. Donc, il a fallu 10 ans pour d'abord m'informer, apprendre. À l'université aussi, j'ai eu beaucoup d'aide. Par exemple, moi, j'étais dans un laboratoire de cryptogamie, donc les champignons, il n'y a pas de problème. Les insectes, je ne connaissais rien. Donc, j'ai fait des stages en entomologie au muséum pour apprendre à reconnaître les insectes. Il fallait apprendre à reconnaître les champignons, apprendre à reconnaître les insectes, apprendre à reconnaître le papier, acheter du matériel pour analyser, suivre la détérioration. Donc, ça a pris beaucoup d'années, surtout que j'étais toute seule. Mais être pionnière, justement, comme ça, pendant 10 ans, est-ce qu'il ne faut pas avoir une volonté extraordinaire? Oui, c'est passionnant. C'est pour ça que je suis restée. Ouais. Parce que finalement, j'étais engagée pour 1 an ou 2, et puis je me suis rendu compte qu'il y avait tout à faire. Et c'est ça qui m'a intéressée. C'est le travail de pionnier. De me dire, dans le fond, tout ce que je fais, ça va être nouveau, puisque personne ne l'a fait. Et c'est ça qui a été la richesse peut-être de ma carrière, c'est que dans le fond, on a toujours travaillé dans un domaine où personne ne travaillait. Maintenant, c'est plus compliqué, il y a beaucoup de laboratoires. Donc, on était gagnant quand on est pionnier. Tout ce qu'on fait, même si c'est, bon, quelquefois, on fait des choses qui ne sont pas tout à fait intéressantes, mais on innove. Et je crois que c'est cette facette qui m'a passionnée, c'est l'innovation. Et puis, c'est de créer dans un pays quelque chose qui n'existait pas. Ouais. On n'avait pas tellement non plus la conscience de la conservation. Alors celle qui m'a appris cette notion de conservation, qui l'avait déjà, c'est Thérèse Kleindienst. Elle avait déjà compris que les livres se détérioraient et qu'il fallait faire quelque chose pour arrêter ce processus. Et c'est ça qui l'intéressait. Et elle m'a fait passer ce message. Je pense que c'est elle qui m'a donné la foi. Et quelle était sa formation à elle? Chartiste.
Ah, c'est ça. Elle est chartiste. Chartiste, mais très ouverte sur les problèmes autres que l'étude des textes. Ce qui est rare. Mais Parce que moi, j'ai rencontré beaucoup d'historiens, beaucoup de chartistes, des personnes qui faisaient de la paléographie, qui voulaient absolument en connaître plus sur le texte au détriment du document lui-même. On m'aurait fait faire dans ma vie, dans ma carrière, des prélèvements sur des documents qui risquaient de détériorer le document, mais certains historiens, ce problème ne les concernait pas. Lorsque tu parles de ces années du début de ta carrière, c'est-à-dire cette décennie entre 53 et 63, je ne peux m'empêcher de faire le parallèle avec ce que nous disait la semaine dernière Gilberte-Émile Mal, qui est engagé au Louvre de manière tout à fait fortuite et pour un temps très limité, en 52. En 1952, et elle crée là un système de fiches pour les tableaux qui sont en cours de restauration, en cours de conservation. Et elle insiste aussi sur le fait que c'était une façon tout à fait nouvelle et qu'il n'y avait rien non plus, parce qu'elle parle des matériaux qu'elle a à disposition, c'est-à-dire du système logistique plus exactement qu'elle a à disposition, il n'y avait rien. Et ça me rappelle furieusement en fait, ce que tu viens de raconter. C'est vrai que les années 50-60, c'était vraiment, en France en tous les cas, très novateur. Et la même chose avec Madame Renée Lichtig, restauratrice de films à la Cinémathèque. Oui, ça ne m'étonne pas. Parce que le film, ça fait encore plus de retard que les documents sur papier ou les peintures. Mais comment expliques-tu en fait cette situation qu'on retrouve dans différents domaines? Je pense que l'on retrouve moins en peinture sur chevalet, parce que, en tout cas en France, il y avait déjà beaucoup. Il y avait d'abord le laboratoire de Madeleine Nour qui marchait déjà bien. C'était déjà une bonne structure. Il y avait déjà des recherches sur la couche picturale. Mais c'est vrai que dans mon domaine des arts graphiques, il n'y avait rien, mais il n'y avait rien à l'échelle mondiale. Hein. En réalité, à l'échelle mondiale, quand j'ai commencé dans la carrière, il y avait l'Istituto di Patologia del Libro de Rome, qui avait été créé par Gallo. En 1937, c'est ça. En 39. 39, il a été créé par Alfonso Gallo. Oui, avant la guerre. 39, je crois, 38, 39. Et il avait écrit, cet homme, un livre qui a fait date sur les problèmes de conservation des livres. Et je peux te dire que dans les années 55 à peu près, on a commencé avec Thérèse Clindis à faire tous les lundis matins un travail de recensement des travaux existants dans la matière. Et alors, j'ai appris à faire une bibliographie à ce moment-là. On se réunissait à la Bibliothèque nationale avec Thérèse Clindis et son homologue pour les archives nationales qui était Pierre Dury, une secrétaire et moi-même, et on prenait la bibliographie d'Alfonso Gallo, du livre, qui est dense, et on faisait des fiches qui sont toujours au laboratoire du reste. On prenait toutes les références les unes après les autres et on essayait de les classer d'une façon thématique. Et ça a été les premières fiches, la constitution des premières fiches du fichier du laboratoire. Et alors on faisait ça pendant 3 heures, tous les lundis matins. C'était assez fastidieux, il faut bien le dire. Mais extrêmement utile. Mais très utile. Puisque ces fiches existent toujours. Ça a été la base de mes premières recherches. Parce qu'il fallait bien partir de quelque chose. Et ensuite, j'ai appris à faire une biblio, j'ai appris à faire une fiche, c'est tout à fait utile et important. Et ça, c'était Thérèse Clindis qui avait été à l'origine de ce travail important à partir de l'unique livre qui existait au contemporain. Je ne parle pas des recettes médiévales. Parce qu'entre vous deux, Thérèse Clindis et toi-même, vous aviez une connaissance des langues étrangères qui vous permettait en fait d'accéder à ces publications? C'était essentiellement l'anglais et l'italien. Parce que c'était le livre d'Alfonso Gallo, donc il y avait beaucoup de références en italien, mais beaucoup en anglais.
Anglais, français. Oui, on avait accès. Enfin, moi, c'était surtout l'anglais et le français. Hein. L'italien, je ne le lis pas suffisamment couramment pour comprendre suffisamment bien des textes scientifiques. On va revenir à 1963. Qu'est-ce qui se passe avec la création du centre? Donc, ça n'a pas modifié considérablement les travaux. Je pense qu'en 63, on m'avait adjoint une assistante. J'ai dû avoir la première aide en 57. Puis ensuite, je sais qu'entre 57 et 71, en 71, on était 4. Tu vois, c'était pas. Il y avait une personne qui avait un diplôme universitaire, qui était Claire Chahine, qui maintenant va prendre sa retraite dans quelques mois, mais elle travaille toujours au CRCDG. Elle a dû être engagée dans les années 65, quelque chose comme ça. On avait engagé à peu près Claire Chahine comme diplôme universitaire pour s'occuper du cuir, et une autre personne, Françoise Leclerc, qui avait été formée dans l'Institut du papier de Grenoble, et qui m'avait été adjointe pour m'aider pour le problème papier. Alors il y avait 2 ingénieurs, et puis ensuite 2 techniciennes, ou une technicienne qui est toujours au laboratoire. Un des ingénieurs, Françoise Leclerc, a pris sa retraite, Claire Chahine est toujours au laboratoire, et il y avait une technicienne qui est Sylvaine Bonassis, qui est toujours au laboratoire. Et donc c'est à 4 qu'on est rentré dans les nouveaux locaux en 71. En réalité, le CRCDG a pris son développement à partir du moment où on a déménagé dans les nouveaux locaux. Parce qu'entre 63 et 71, bon, on était 3 à travailler, 3 ou 4, mais on a continué, on a développé un peu le cuir, j'ai eu quelqu'un pour m'aider pour le cuir, donc Claire Chahine, qui ne connaissait rien aux problèmes, s'est formée sur le matériau cuir et parchemin. Parce que le livre, c'est le papier, mais c'est aussi la couverture. Donc il fallait s'occuper aussi de la reliure. Donc c'est comme ça qu'on a eu un poste pour s'occuper. Il y a eu quelqu'un qui s'occupait du papier, quelqu'un qui s'occupait du cuir et parchemin, une technicienne qui aidait. Moi j'étais plutôt, je m'occupais de l'ensemble. Donc là, je ne parle plus à la première personne, mais on a déjà constitué la petite équipe. C'est ça. Mais ce qui a été absolument démentiel, c'est notre déménagement. C'est-à-dire, comme je le disais tout à l'heure, le laboratoire, on a eu du mal donc à trouver un endroit, un emplacement. On l'a trouvé donc par la façon... Julien Quin ayant débloqué des crédits, on a fait cette deuxième phase des réserves. Oui, je disais tout à l'heure que malheureusement on s'est retrouvé en hauteur, ce qui est tout à fait irrationnel, parce qu'on ne met jamais au-dessus des magasins de livres des laboratoires qui utilisent de l'eau, du gaz. Il y a des risques d'incendie, il y a des risques d'inondation. L'architecte avait fait une chape d'étanchéité entre le premier étage du laboratoire et les réserves, mais une fois il y a eu une inondation et on s'est très bien rendu compte que la chape d'étanchéité n'était pas du tout étanche. Donc c'est pour ces raisons que c'était aberrant. Enfin bon, c'était comme ça. En plus, ce qui a été aberrant, c'est la façon dont ça a été construit. C'était l'architecte du muséum qui avait été responsable de ce chantier, c'était son dernier chantier et ça ne l'intéressait pas du tout. Et donc, il a laissé voguer la galère. Françoise, quel contact as-tu eu avec l'architecte pour la conception des ateliers qui t'étaient promis? En réalité, j'ai eu beaucoup de contacts avec l'architecte parce que l'architecte, comme je viens de le dire, c'était son dernier chantier et ça ne l'intéressait pas du tout. Et comme moi, je savais exactement ce que je voulais, pratiquement, c'est moi qui fais les plans. J'ai proposé les plans. Il les a arrangés et comme on n'était pas d'accord et que lui, ça lui était vraiment égal, il m'a donné l'adresse de son cabinet d'architecture et j'ai travaillé directement avec ceux qui dessinaient les plans et j'ai fait les plans avec son équipe technique. Alors donc les plans, je les ai vraiment maîtrisés complètement et même en principe, c'était lui il y avait des réunions d'architectes et à la fin, il ne venait pas et c'est moi qui venais, qui le représentais pour coordonner les corps de métier.
Et tu avais une vision parfaitement précise des nécessités. J'avais une vision celle parfaitement précise du des centre. nécessités, mais ce qui m'ennuyait, c'est que je ne suis pas architecte, que lui n'a vraiment pas beaucoup eu l'œil sur les plans. Et je me suis toujours dit, je vais faire des bêtises, parce que moi, je sais ce que je veux, les pièces, etc. Mais bon, il y a des infrastructures, je ne maîtrise pas, et je vais souvent faire des bêtises. Finalement, Voilà. c'est bien. J'ai fait des erreurs, bien sûr. Je n'ai pas prévu suffisamment de bureaux, par exemple. J'ai mis tout l'effort sur les laboratoires, mais les bureaux, en réalité, on a un laboratoire qui a 1000 mètres carrés. Et nous étions 4 au départ. Et donc, il fallait des patins à roulettes pratiquement pour circuler là-dedans. Et dans mon idée, ce laboratoire, il devait être conçu pour une quinzaine de personnes. Je n'imaginais pas qu'on puisse faire plus. Donc je l'ai conçu pour 15 personnes avec des bureaux pour abriter une quinzaine de personnes. Or, quand j'ai quitté le laboratoire, on était 25. Ah oui. Donc il y avait un manque aigu de bureaux. C'est ce qui a été le plus gênant. Sans ça, le reste, finalement, c'était un plan très très simple. C'est un couloir et puis il y aurait des pièces réparties. Il ne pouvait pas y avoir d'erreur énorme parce que c'était un plan très simple et traditionnel. Et à partir du moment où vous avez eu les nouveaux locaux, le centre a pu avoir son activité. C'est là où tout a démarré. Pleine. C'est là où tout a démarré parce que j'ai eu ma pleine autonomie. Et c'est ça qui était affreux. Parce que jusqu'en 71, quand nous étions abrités au laboratoire de cryptogamie du muséum, j'étais financièrement sous l'aile protectrice du laboratoire de Roger M. Et quand j'avais besoin de n'importe quoi, c'est lui qui achetait, je n'avais pas mes propres crédits. Quand on a déménagé, il m'a clairement dit, fait comprendre que c'était fini, que j'étais adulte et que je me débrouillais toute seule et qu'il ne voulait plus savoir et qu'il ne pouvait plus m'aider financièrement, qu'il fallait que je me débrouille. Et ça a été affreux parce que, au point où on n'a pas pu utiliser l'ascenseur, nous étions pourtant ce qui correspond au 5e étage du bâtiment, parce qu'on n'avait pas d'argent pour payer les contrats d'assurance. Et que donc l'ascenseur ne pouvait pas fonctionner. Et on a déménagé sans ascenseur. Ça a été affreux. On n'avait pas un centime, puisque j'étais toujours sous l'aile de la crypto, et du jour au lendemain, je me suis retrouvée indépendante et sans aucun moyen. Et ça signifie la lutte avec l'administration. Alors voilà, alors c'est là où j'ai commencé à faire moins de recherche et plus d'administration, puisque je devais gérer, on n'était pas très nombreux, mais il fallait quand même gérer les affaires. Donc la première chose que j'ai fait... Comme un chef d'entreprise. Ben voilà, la première chose que j'ai fait, j'ai réuni enfin ce conseil d'administration qui n'avait jamais été réuni, jamais. Et je leur ai expliqué, j'ai immédiatement réuni. Bon, bien sûr, ce n'est pas les directeurs généraux qui sont venus, mais ils ont envoyé un représentant. Et donc, on a pu travailler. Ils se sont rendus compte de ma détresse et de ma solitude. Et donc, le CNRS a fait ce qu'il fallait. Et alors, on a eu beaucoup de chance parce que je ne sais plus si c'est comme ça maintenant, mais Ségolène nous le dira mieux que moi. À l'époque, en tous les cas, quand il y avait un bâtiment nouveau, on donnait une enveloppe d'équipement. Et j'ai eu une belle enveloppe parce qu'à l'époque, en 71, on a eu 1 million de crédits d'équipement, ce qui était confortable. Alors ça nous a permis, avec ce million déjà, d'équiper le laboratoire. Et comme ça faisait 10 ans que j'étais un peu déjà dans ce domaine, ça faisait plus de 10 ans, même on était en 71, j'avais commencé, je savais très bien ce dont on avait besoin et on s'est déjà très bien équipé. Alors c'était le fonctionnement qui nous manquait, et puis les postes. C'est ça. C'était le début de mes problèmes administratifs qui ont continué à travers le temps et qui ne sont pas vraiment réglés. On a toujours c'est une des choses que je trouve remarquable dans ton activité, je l'appellerais tout simplement activité professionnelle, c'est que dès le début, tu as considéré qu'il était nécessaire d'avoir des contacts avec l'université, oui. avec les industries, oui. Et puis ensuite tu te retrouves confronté aux problèmes quotidiens qui sont ceux de l'administration, des plans financiers, et avec une responsabilité d'une équipe de 15, 20, même jusqu'à 25 personnes. Oui, elle a fini par 25, mais ça a été long.
ça s'est créé petit à petit. Et alors c'est à ce moment-là, comme j'ai vraiment rencontré des difficultés budgétaires énormes, et surtout pour engager du personnel, c'est à ce moment-là que nous avons créé, à peu près, je crois qu'en 1974, l'association de recherche sur les arts graphiques, qui est l'ARSAG. Et on l'a créée dans deux buts différents. D'abord, parce que je m'étais rendu compte que dans le fond, on travaillait que pour les organismes étatiques. Et on répondait aux besoins des bibliothèques, des archives, des musées dépendants de musées nationaux, bibliothèques nationales. Et je me suis rendu compte qu'il y avait énormément de restaurateurs privés, indépendants, qui n'avaient pas l'information, parce que nous tous, on avait la possibilité dans les congrès, on avait des contacts entre nous, donc l'information passait bien. Or, ces restaurateurs indépendants n'avaient pas les moyens d'aller dans les congrès et n'avaient pas l'information. Et donc, je me suis dit qu'il fallait créer quelque chose, une association, pour les regrouper et pour essayer de faire passer le message, parce que dans le fond, ce message est très important dans le domaine privé, parce que le patrimoine, on le sait bien, et la grande partie du patrimoine est dans le main des grands collectionneurs. Donc les collectionneurs, ils s'adressent à des restaurateurs privés. Donc il fallait les former. Donc c'est une des raisons pour lesquelles on a créé cette association. Et puis aussi pour des problèmes budgétaires, parce qu'on n'arrivait pas à avoir suffisamment de personnel pour répondre aux demandes qui nous étaient faites. Et à l'époque, on pouvait, par le biais des associations, d'avoir des contrats soit avec l'industrie, soit même avec l'État, pour des recherches ponctuelles qui nous étaient financées et qui nous permettaient d'engager du personnel ponctuellement pour répondre à des besoins spécifiques. Et la création de l'ARSAG a été voulue par toi, complètement. Essentiellement. Oui. Quel a été le rôle des restaurateurs Ils en ont profité, parce qu'on a essayé à travers l'ARSAG de faire passer l'information à travers un bulletin qu'on diffusait tous les ans, à travers de réunions qu'on organisait, à travers des conseils pratiques qui venaient prendre au laboratoire. On a eu vraiment un contact très serré avec les restaurateurs, privés et publics, mais le public, on l'avait déjà par le CRCDG. Parce qu'en fait, c'est la première association de ce type qui prend naissance en France. Est-ce que c'est la première À ma connaissance, oui, tu as raison. Il n'y en a pas qui soient antérieures. Parce que c'est 1970. C'est 74, je crois. 74. Je crois, je dois l'avoir mis dans mon CV. Là. Parce que là, j'ai fondatrice 70. et trésorière de l'association de recherche sur les arts graphiques, 1970. Ah ben 70, alors. Voilà. Je croyais que c'était 74, tu vois. Alors c'est 70, si j'ai mis 70, c'est que j'étais... Et je trouve que c'est remarquablement tôt. Je pense que c'est une des premières, mais c'était un besoin, une nécessité. C'est ce qui a permis de faire évoluer le CRCDG. C'est ça. Par le biais de ces contrats que nous avions. Alors, ça n'a pas été facile, bien évidemment, parce que c'était toléré à l'époque, ça ne l'est plus depuis longtemps. Du reste, j'ai rencontré énormément de difficultés à cause de l'ARSAG, parce que je voulais que l'ARSAG vive pour faire vivre le CRCDG. Difficultés qui étaient créées par différents milieux, ou des milieux bien définis. Oui, le milieu en particulier du ministère de la Culture, il faut bien, et qui était tout à fait contre, parce qu'évidemment, c'est une association par-administrative, il faut pas se leurrer, c'était à la limite du tolérable, étant donné que les administrations, et en particulier Jean Favier, qui a été directeur des Archives nationales pendant très longtemps, a été très favorable à l'ARSAG et nous a passé beaucoup de contrats d'études à l'ARSAG, ce qui nous a permis d'engager le personnel. C'est là où le problème était difficile, c'est que nous engagions du personnel payé par l'ARSAG grâce au contrat que l'ARSAG avait avec l'État généralement, et ce personnel travaillait dans les laboratoires de l'État avec le matériel de l'État payé par une administration, sur des subvifs qui venaient de l'administration. C'était pas très clair. Donc ça durait assez longtemps, jusqu'au jour où vraiment on nous a dit que c'était impossible et qu'il fallait arrêter. Alors la direction des bibliothèques nous passait des contrats, les musées et les archives. Alors petit à petit, quand on a vu que les choses se prenaient une mauvaise tournure, les musées ont commencé à dire « bon, mais nous on arrête, on ne veut pas avoir de problème ». Ensuite les bibliothèques. Le dernier bastion, c'est Jean Favier,
qui a tenu jusqu'à la dernière heure. Mais ça nous a permis d'avoir du personnel au CRCDG, parce que finalement, le personnel contractuel qu'on engageait par l'ARSAG, un très grand nombre ont été engagés, ont eu des postes au CRCDG. Au CRDG. Ah oui. La majorité des techniciens du CRCDG sont des personnes qui ont été contractuelles de l'ARSAG. Donc c'est l'ARSAG, c'est grâce à l'ARSAG que le CRCDG a pu avoir étendre son équipe. Donc c'était une manière extrêmement efficace, et ça l'est probablement toujours, de concilier le privé, les demandes du privé et les demandes du... Tout à fait, mais maintenant c'est terminé, ces choses sont très claires depuis déjà 3-4 ans. L'ARSAG ne fait plus de recherche. Ouais. C'est complètement... Nous ne touchons plus de subventions, on n'a plus de contrat de recherche et on n'a plus de personnel qui travaille payé par l'ARSAG. Alors l'ARSAG est devenue maintenant une association de diffusion de l'information par le biais de congrès. On a déjà fait trois grands congrès internationaux qui réunissaient 350 personnes d'une trentaine de pays différents sur des thèmes bien particuliers. Et nous sommes en train d'organiser les 4e journées qui vont se tenir en 2002. C'est-à-dire à un rythme de 2 ans environ? En principe, c'est tous les 3 ans. Et là, il y a eu une période, le dernier, c'était 97, pour des problèmes de personnel, de secrétariat. Enfin bon, on a dû éloigner, prendre plus de distance entre 2 congrès, mais en principe, c'est tous les 3 ans. Et alors nous publions les actes de ce congrès le jour de l'ouverture du congrès. C'est ça notre grande fierté. C'est-à-dire que les congressistes sont la totalité des papiers qui seront présentés lors du congrès. Ce qui exige un sens de l'organisation très développé, des pressions à effectuer sur les différentes personnalités qui viendront parler. C'est un très gros travail, mais nous, on est très fiers. Et alors, on diffuse l'information, on organise des congrès. On avait les nouvelles de l'ARSAG jusqu'à cette année. Tous les ans, on diffuse toute l'information il y a des notes techniques sur les nouvelles recherches. Alors, dans les nouvelles de l'ARSAG, ne figurent uniquement que des résultats des recherches concrets utilisables par les restaurateurs. On ne s'ennuie pas à mettre des rapports techniques, scientifiques, avec des chromatogrammes, etc. Jamais, c'est les résultats. On a fait une recherche sur tel et tel sujet, voilà les résultats, comment c'est applicable. Ça, c'est ce qu'on appelle les notes techniques. Ensuite, on a toujours des comptes rendus, des colloques, des congrès où nous sommes allés tous les uns les autres pour informer les restaurateurs qui n'ont pas pu y aller de tous les points forts, la façon dont ils peuvent se procurer les actes. Et puis, la vie de l'association, mais enfin, l'essentiel, c'est surtout les notes techniques et les comptes rendus bibliographiques et comptes rendus de congrès. Alors maintenant, depuis cette année, on a décidé de prendre un nouvel essor dans la communication. Et au lieu de faire les nouvelles de l'ARSAG, qui sont peut-être un petit peu légers, on vient de créer une nouvelle revue qui s'appelle Support Tracé et qui va reprendre le relais des nouvelles de l'ARSAG, mais avec un peu plus costaud, avec un dossier thématique, avec une enquête qu'on fera dans une bibliothèque ou des choses comme ça. Ça sera un petit peu plus corsé, et on a créé un comité de lecture. Est-ce que après les congrès que vous organisez dans le cadre de l'ARSAG, vous publiez aussi les débats qui peuvent avoir lieu après chaque... Non, on ne les a jamais publiés. Ce serait une bonne chose à faire, mais c'est un gros travail. Mais ça reste dans vos archives. Vous avez des bandes sonores de ces débats? Non, pas vraiment. On les a eu une fois, oui. On l'a fait une fois, mais on ne l'a pas vraiment fait. Ce qui me frappe aussi, c'est que... Mais ça serait bien, c'est une bonne idée. On y a toujours pensé, mais on ne l'a pas fait. Dans ta démarche, intervient continuellement le sens de l'interdisciplinarité. Ah oui, mais ça, c'est quelque chose auquel je tiens énormément. Disons que ça a été la politique, enfin en tout cas la mienne, la politique qu'on a menée au laboratoire, c'est cette interdisciplinarité entre restaurateurs, conservateurs et scientifiques. Parce que je trouve qu'il ne peut pas y avoir une recherche en conservation sans cette interdisciplinarité. Alors c'est là où on peut peut-être parler de type de recherche. Et c'est très important, parce que bon, moi j'ai recruté beaucoup d'ingénieurs,
tout le personnel du CRCDG, je l'ai recruté. Et mon dialogue, quand j'avais un futur ingénieur dans mon bureau et que je cherchais à faire le point avec, c'était de lui montrer que, bien sûr, si c'est surtout c'est un universitaire, les personnes qui sortent des maîtrises, ou bon, même qui ont un DEA, et qui veulent rentrer chez nous, il faut les briefer à mort, en leur disant, attention, vous n'allez pas faire de la recherche fondamentale qui vous amènera à étudier la structure d'une molécule et l'évolution de cette molécule. Pas du tout. Vous allez faire une recherche qui va aboutir à quelque chose de pratique. Alors, c'est peut-être pas très gratifiant pour quelqu'un qui sort de l'université, mais c'est ça que nous cherchons. C'est ça que nous voulons. Et si vous voulez faire de la chromatographie gazeuse pour étudier la structure de, alors c'est pas la peine de venir chez nous, c'est pas ça que vous allez faire. Et les gens sont étonnés. Les ingénieurs sont beaucoup plus ouverts au genre de recherche que nous faisons chez nous, recherche en conservation, que les universitaires. Sont étonnés par l'apport que cette interdisciplinarité peut leur assurer, oui. C'est ça? Alors, on ne peut engager que ceux qui sont étonnés et fascinés. Si ça, il faut tout de suite voir comment ils vont réagir, en leur disant, vous savez, on fait une recherche en conservation pour améliorer la conservation de notre patrimoine. Donc, ça veut dire que toutes vos recherches doivent aboutir à une chose concrète. Et si ça n'aboutit pas, c'est pas ça qu'on cherche. Alors, de deux choses l'une, où les gens se regardent comme ça en disant « Ah oui, peut-être que ça », alors ça, c'est un mauvais cas. Quels sont, à ton sens, les moyens les plus efficaces pour assurer l'interdisciplinarité? Mais c'est déjà le dialogue. C'est déjà le dialogue et c'est d'avoir surtout le contact avec les œuvres, aller voir sur place de quoi il s'agit. Quand on te parle, je ne sais pas moi, d'une technique à mettre au point, mettons, tu as un papier assis très cassant, tu dois travailler sur une méthode pour retirer l'acidité de ce papier. Eh bien, si tu n'as pas vu l'œuvre, si tu n'as pas été parlé avec le restaurateur, si tu n'as pas vu le responsable de la collection, on ne sera pas imprégné du problème. Et on risque de faire une recherche pour une recherche. Je crois que c'est cet aspect qui est très important, c'est le contact, le dialogue, le pourquoi et le comment. Parce que c'est ça aussi, c'est qu'il ne faut pas non plus mettre au point n'importe quoi. Alors la solution idéale qui consiste à envoyer les documents dans la station NASA pour lui faire subir un traitement qui est le traitement extraordinaire. Je parle de la NASA parce qu'on a eu ce cas avec des méthodes de désacidification très spectaculaires, mais qui n'ont pas pu être utilisées parce que c'était impensable d'aller transporter des collections à l'autre bout du monde et avec des risques multiples et variés. Donc il ne faut pas les mettre des méthodes au point très sophistiquées qui ne seront pas utilisables et réalisables dans le temps pratique. Il faut toujours avoir dans la tête que la méthode qu'on va mettre au point doit être appliquée par le restaurateur, dans le contexte de son atelier, ou peut-être par un industriel, mais un industriel qui se trouvera proche. Il existe maintenant, on fait des sous-traitances beaucoup. Mais il faut voir quand même quelle sous-traitance. Il faut toujours avoir l'œil sur la sous-traitance. En fait, cette interdisciplinarité, tu la pratiques déjà depuis une trentaine d'années, si ce n'est plus. Est-ce que tu considères que la formation des restaurateurs a évolué favorablement ou défavorablement? Oui. Ah oui, indiscutablement. Moi, je l'ai vu, l'évolution. Ouais, il y a eu du reste une transition très difficile parce que maintenant, c'est à peu près, ça c'est en temps terminé, bien évidemment, mais il y a eu la transition des restaurateurs anciens de méthode que j'ai connus, qui ont été formés sur le tas, qui ont été formés artisans, des relieurs qui se sont formés à la conservation, mais qui n'ont aucune notion scientifique et historique. Et puis, il y a eu les jeunes sortis d'abord de la MST, ensuite de l'IFROA, qui arrivaient dans les ateliers avec les vieux qui n'avaient pas la formation. Il y a eu un conflit de génération épouvantable. Maintenant, c'est à peu près terminé parce que ces vieux sont à la retraite et maintenant ce sont les jeunes. Ah oui, c'est beaucoup plus facile, c'est formidable.
C'est formidable d'avoir des restaurateurs qui sont formés aux sciences, à l'histoire de l'art. C'est un progrès considérable. Ceci étant, il faut le dire, il y avait des anciens restaurateurs, et je pense à l'équipe des Archives nationales. Il y a eu une équipe, un atelier de restauration. J'ai connu l'ancien atelier de restauration quand j'ai commencé dans la carrière, qui était vraiment un atelier très très primaire, avec des méthodes assez archaïques. Et puis, la direction, quand Favier a pris la direction des archives, au départ, la restauration ne l'intéressait pas du tout et n'y a mis aucun moyen. Et puis, il a cru comprendre que le vent allait dans la direction de la conservation-restauration. Il a senti le vent, c'est un homme intelligent. Et donc, il s'est dit qu'il avait un atelier, qu'il fallait que cet atelier soit le meilleur, parce que Favier, ce qui l'intéresse, c'est d'être le meilleur. Il a investi beaucoup d'argent, et il a eu la chance de sa vie pour l'atelier, c'est qu'il a eu 2 personnes, le chef d'atelier et le sous-chef d'atelier, qui étaient des restaurateurs artisans, aucune notion scientifique, mais c'était des hommes amoureux de leur métier et d'une finesse et d'une dextérité manuelle extraordinaire. Et il s'appelait Barbier. Il y avait un couple, Barbier et Mademoiselle Saussois, les deux, qui était un couple fantastique. Et on a eu des contacts. Alors, on a travaillé avec eux. Ils ont compris que le laboratoire pouvait leur être utile. Et on a travaillé comme jamais on a travaillé avec une équipe de restaurateurs, et ça a été fabuleux. Et pourtant, ils n'avaient aucune formation scientifique. Mais ils acceptaient le savoir scientifique des ingénieurs du CRCDG, alors qu'ils n'ont jamais accepté de prendre dans leur équipe des jeunes restaurateurs formés par la MST. C'est eux qui ont été les pires. Les pires. C'est amusant. Mais on a très bien travaillé ensemble. Ça a été la période la meilleure de ma carrière. Mais ça peut se comprendre dans la mesure où les étudiants qui sortaient de MST n'avaient que très peu de pratiques manuelles. C'est vrai, ce qui n'est pas vrai pour ceux de l'IFROA. Ceux de l'IFROA. Ah oui, c'est évident. C'était, oui, sur la vieille équipe, la façon dont ils accueillaient les élèves, les étudiants de la MST. Ah oui, c'est ça, les ateliers de restauration. De l'IFROA. Ça, on avait dit, je crois que c'était terminé. Oui. Elle est enthousiaste pour les différents étudiants. Voilà, c'est ça. Voilà. Ah oui. Oui, j'ai mis un peu l'accent sur. Ça va être confidentiel, j'espère, s'ils entendent ça. Archive, alors ça va. Parce qu'en fait, dans 30 ans, ça ira. La dernière phrase que tu as prononcée est partie de la question que j'avais posée en disant est-ce que les élèves de la MST, par défaut de. Oui, tu as dit pratique. De pratique. C'était ça ça qui posait problème quand ils allaient dans les ateliers de restauration. Et je t'ai dit oui, c'était vrai un peu pour la MST, mais ça l'est moins pour ceux de l'IFROA qui ont bien meilleures pratiques et qui sont beaucoup plus vite opérationnels. C'est ça. De plus en plus, je dirais même. Oui, absolument. Parce que maintenant qu'on voit de près leur mémoire de fin d'études, c'est tout à fait remarquable. Pour moi, c'est exactement les mêmes types d'expériences. T'as la même idée. Absolument. Oui, ça. Absolument. C'est vrai que les élèves de la MST sont peut-être mieux formés pour les laboratoires. Parce que moi, j'en ai eu beaucoup dans les laboratoires qui sont venus et qui ont fait des chercheurs. Et qui après ont fait des thèses. Et je crois qu'ils sont mieux formés pour la recherche que pour la restauration. Ou alors, il faut qu'ils fassent vraiment beaucoup de stages dans les ateliers avant de se lancer. C'est ça, mais ce qui n'est pas le cas généralement, en tout cas ces dernières années, peut-être ces dernières années ça a changé, mais ce qui me frappait toujours avec les étudiants de MST, c'est qu'arrivés à 24 ou 25 ans, ils commencent seulement à intervenir manuellement sur les œuvres. Oui, c'est vrai. Donc le tour de main, ça prend beaucoup plus difficilement. Absolument. L'acuité visuelle, c'est-à-dire le sens, plus que l'acuité visuelle, le sens de l'observation n'est pas développé encore suffisamment. Non, mais c'est vrai. Alors qu'à l'IFROA, il est développé dès le début. Dès le départ. Dès le départ. D'abord, ils n'ont pas la même formation au départ. C'est ça. Ils ont déjà fait une expérience pratique de dessin dans les ateliers. Absolument. Donc, ils sont déjà plus manuels. Ils sont moins intellectuels et plus manuels. Et dans le fond, pour nous, c'est un peu ça qu'il faut.
Je m'étonne aussi de voir quelqu'un d'aussi passionné que tu l'es par sa profession, de renoncer tant soit peu à la recherche fondamentale. Est-ce que ça n'a pas été un cap difficile pour toi à négocier? Non, mais en réalité, on n'a pas renoncé à la recherche fondamentale, parce que je te parle beaucoup de la recherche en conservation, parce que je crois que c'est le point fort. Je crois qu'il faut d'abord conserver, améliorer la restauration, améliorer la conservation préventive. Ça, c'est, disons, l'essentiel. Mais quand même, on s'est toujours offert le luxe de faire de la recherche, peut-être pas fondamentale, mais analytique. Mais la recherche fondamentale, ça m'a jamais intéressé. Parce que la recherche fondamentale, qu'est-ce que c'est? Tu sais, c'est des définitions assez difficiles. La recherche fondamentale, c'est une recherche très pointue dans un domaine très particulier, que l'on pousse à l'extrême pendant des années. Moi, je pense que pour moi, ça n'aura jamais été mon centre d'intérêt. Par contre, on a fait de la recherche beaucoup plus poussée, ce que j'appelle la recherche analytique, pour mieux connaître les documents sur lesquels nous devions travailler. On l'a toujours fait, et moi j'ai toujours trouvé ça tout à fait passionnant, et ça a été l'objet de nombreuses thèses, et on a eu beaucoup d'étudiants qui sont venus faire des thèses au laboratoire sur ce type de problème. Par exemple, on parlait tout à l'heure du papyrus, et c'est une recherche formidablement intéressante de savoir les techniques de fabrication, le pourquoi des choses, pourquoi on a ajouté tel et tel produit, est-ce qu'on l'a vraiment ajouté ou pas. Ça met en jeu des méthodes d'analyse assez poussées et qui sont tout à fait passionnantes. J'ai travaillé tout à l'heure, je parlais de la couche picturale de l'enluminure. C'est aussi très intéressant de savoir les différences qu'on a pu observer sur une enluminure du 15e par rapport, où il n'y a pas une évolution forte du reste, à travers le siècle ou bien à travers géographiquement. Est-ce qu'il y a eu une prédominance d'une malachite ou une prédominance, par exemple, on a travaillé, un travail très intéressant qu'on a fait sur des manuscrits pourpres. En France, on n'a pas beaucoup de manuscrits qui sont teints dans la matière en pourpre et qui sont écrits à la poudre d'or. C'est merveilleux. Et ce problème nous a été posé. Est-ce que ces parchemins ont été teints avec de la pourpre antique, qui est du Libremont indigo? Tout le monde avait toujours dit que ces parchemins étaient faits avec la pourpre. Eh bien, des analyses nous ont permis de voir qu'il n'y avait pas du tout de pourpre, mais des substituts. C'est intéressant de voir qu'au VIe siècle, par exemple, il y a un manuscrit pourpre qu'on a analysé, et c'était avec un substitut, c'est du pholium. C'est un produit végétal qui était beaucoup moins cher que la pourpre antique et qui donnait les mêmes résultats. Donc ça fait appel à des méthodes spectrométriques, à des méthodes de fluorescence, etc. Et c'est un travail fort intéressant. Donc je n'ai pas été du tout frustrée parce que on a toujours fait parallèlement à la recherche en conservation de la recherche structurale à la demande des historiens, à la demande des conservateurs, à la demande des gens qui font de la paléographie sur l'analyse des encres anciennes. On a parlé tout à l'heure. Donc j'étais très contente. J'ai pas été frustrée. On parlait tout à l'heure de l'interdisciplinarité, mais en fait on a parlé de l'interdisciplinarité entre chercheurs, scientifiques et restaurateurs. Et qu'en est-il des relations que tu as pu avoir avec les conservateurs? Les conservateurs, eh bien, de très bonnes relations. De très bonnes relations. Et à mon avis, c'est primordial, parce que si on veut avoir accès aux collections, il faut avoir de bonnes relations avec ceux qui en sont responsables. Et il faut surtout leur montrer qu'on est là pour les aider, qu'on n'est pas là pour détruire leurs œuvres. Et c'est cet aspect qui est très important, c'est les mettre en confiance. Et leur montrer qu'un prélèvement, on le fera s'il n'y a pas risque de dommage pour l'œuvre. Et qu'on n'ira pas à toute force chercher le prélèvement là où on ne peut pas le chercher. Donc à partir du moment où s'est instauré un sentiment de confiance, tout peut se faire.
Parce qu'en plus, tu as vécu en plein l'émergence de ce qu'on appelle maintenant la conservation préventive. On l'a toujours fait, nous, la conservation préventive. Alors, ça m'amuse beaucoup de voir que maintenant, depuis quelques années, les laboratoires disent, certains laboratoires qui ne faisaient que de l'analyse structurelle, disent « Oh, mais on va faire de la conservation préventive ». Nous, ça a été notre b.a.-ba. On a toujours essayé de contrôler, de maîtriser les conditions thermohygrométriques dans les aires de stockage, de comprendre pourquoi il y avait telle invasion par des champignons en particulier, comment il fallait y remédier. Ça fait partie de la conservation préventive. Et quand on met au point des méthodes pour désacidifier un papier, c'est de la conservation préventive. Enfin, tout ce qui est conservation est curatif et préventif. Donc on a toujours fait la conservation préventive sans le dire, sans en être peut-être même conscient qu'il y avait cette étiquette dessus. Alors ça nous fait un peu sourire, nous, quand on voit maintenant tout le monde qui se rue, quand on voit des DESS en conservation préventive. Bon, à mon avis, c'est le b.a.-ba de la recherche en conservation que de faire la conservation préventive. Je suis absolument d'accord avec toi. Tu es d'accord? Oui, absolument. Effectivement, parce que lorsque je faisais moi-même mes études dans les années 50 à l'ICR à Rome, on ne définissait pas de façon précise conservation préventive, mais on parlait de ces problèmes qui étaient liés la lumière, au milieu ambiant de l'œuvre. Regarde le livre qui a fait date de Gary Thompson. C'était un livre de conservation préventive. S'il l'écrivait aujourd'hui, il mettrait comme titre la conservation préventive de notre patrimoine. il y a tout dedans. Il a été écrit en quoi? En 70 peut-être, la première édition. Il est toujours du reste tout à fait à l'ordre du jour. Ah oui, mais ça, c'est des modes. Alors ce qui est intéressant aussi, moi ce que j'ai beaucoup vu le long de ma carrière, c'est l'évolution des modes. Quand je suis arrivée au départ, justement, dans les ateliers traditionnels avec les artisans, on faisait de la restauration manuelle. Par exemple, dans mon domaine du papier, bien sûr, quand on avait arrivé dans un atelier des papiers très, très, très cassants, avec beaucoup de trous partout, on désacidifiait comme on pouvait avec les méthodes manuelles, on mettait dans des bains, et ensuite on comblait les lacunes en collant, d'une façon merveilleuse du reste, du papier japon avec une colle de pâte, mais il faut voir, les artisans découpaient à la taille, ils faisaient un travail superbe, mais tout à fait manuel. Ensuite, on est passé au stade semi-industriel, mécanisé plutôt, parce que devant la masse de documents, on ne pouvait plus faire un travail de fourmi, donc on a mis au point des machines, en particulier pour combler les trous, au lieu de le faire manuellement, on a fait ça en comblant les trous avec de la pâte à papier, un peu avec une machine qui ressemble à la machine à fabriquer le papier. Et donc c'est merveilleux parce que en quelques minutes, on comble les trous de je ne sais pas combien de feuillets. Alors on a mis au point des méthodes de restauration, on appelle ça la masse, moi je dirais mécanique, que ce soit pour les comblages des lacunes, le doublage des documents. Au lieu de coller un papier japon en pleine page, on a fait ce qu'on appelle la lamination, c'est-à-dire qu'on enferme le document dans un sandwich avec un tissu de renforcement que l'on fait adhérer avec un adhésif quelconque que l'on fait fondre sous une presse chauffante. Et donc c'est une lamination. Maintenant on en est au splitting, c'est-à-dire qu'on ouvre le document, on le renforce. Voilà. Tout ça c'est des méthodes de masse. Et alors maintenant, depuis quelques années, il y a une autre mode, la masse on l'oublie un peu, et c'est la conservation préventive. Alors on ne touche plus le document, on le numérise, on le microfilme maintenant, on le numérise, on le met dans des boîtes, et puis on n'y touche plus. Alors on en est à la numérisation, et on ne traite plus, on ne restaure plus le document. Alors c'est assez amusant, il y a l'artisanat, la méthode de masse, et maintenant la méthode de masse, on se demande si c'est vraiment bien, on numérise à tour de bras. Puis alors après, on va voir que finalement, les documents numérisés, ça ne se conserve plus très bien. Je ne sais pas quelle est l'étape suivante. Prochaine. Mais c'est amusant. Mais c'est vraiment, vraiment des modes. Et on pourrait même situer ces modes en tranches de temps. De telle année à telle année, de telle année. La masse a eu cours pendant une vingtaine d'années, quinzaine d'années. Et maintenant, on continue bien sûr. Mais enfin, c'est contesté. Et
est-ce que tu considères que l'évolution dont tu as parlé maintenant dans ta profession et dans la profession qui est celle des restaurateurs pour les arts graphiques se retrouve aussi dans les autres disciplines qui sont celles de la restauration? Je pense à la peinture de chevalet, parce que tu as eu quand même, par tes choix sur le plan international, des contacts avec ces autres disciplines. Non, pour la peinture, je pense que c'est pas possible, parce que de toute manière, tu peux pas faire une restauration de masse de peinture sur chevalet. Je vois pas trop, d'une part. D'autre part, tu ne peux pas non plus aller numériser un tableau de Léonard de Vinci et puis le mettre dans une réserve. Non, je crois que ce n'est pas du tout la même approche. Ça dépend des matériaux. Je pense que l'approche est peut-être la même pour les textiles, éventuellement. Et encore, je ne sais pas. Je crois que c'est spécifique aux arts graphiques, il me semble. Il me semble, parce que peut-être dans les textiles. Les films? Alors les films... oui et non. Les films, on les restaure, on utilise la numérisation pour les restaurer. C'est encore une autre approche, le film. Et la photo aussi. D'abord, la photo, je ne veux pas dire qu'on ne restaure pas la photo, parce que je vais me faire tuer par Anne Cartier-Bresson, mais disons qu'il est aberrant de faire une restauration chimique sur une photo. Ce qu'on peut faire en restauration de photo, c'est une restauration mécanique. On peut faire un doublage, on peut faire une restauration d'une déchirure, mais on ne va pas toucher à l'image, parce que ça c'est monstrueux. On a mis au point, on a fait des travaux, nous, pour intensifier une image pâlie, ou pour... il y a 2-3 techniques qu'on peut utiliser, mais d'une façon très ponctuelle. Mais autrement, aller traiter chimiquement une image pour la révéler, pour intensifier ses contrastes, moi je trouve que c'est un peu risqué. Parce qu'alors il y a des interactions entre les produits chimiques et l'évolution dans le temps risque d'être défavorable. Alors je crois que la restauration de la photo, il faut vraiment se cantonner à une restauration minimum qui est une restauration mécanique. Et numériser, moi je suis assez pour la numérisation des faux photographiques. Parce qu'au moins, qu'on ait une duplication. Ces fonds anciens qui... Puis alors le film, ça c'est la duplication des films nitrates. Alors ça c'est nécessaire. C'est plutôt à ce niveau-là qu'on peut voir la photo. C'est une autre problématique, la photo. C'est plutôt la duplication et la conservation alors dans les conditions correctes de boîtes, de conditions climatiques, etc. Et puis la numérisation. Moi, je crois beaucoup à la numérisation pour tout ce qui est cinéma et photo. À entendre ce que tu viens de dire, on comprend parfaitement que tu suis encore très régulièrement l'évolution de la profession et l'évolution de la recherche. Oui, mais ça, j'y tiens beaucoup. Alors là, comme je te le disais tout à l'heure, depuis que j'ai pris ma retraite, ça va maintenant, depuis le 1er janvier 1998, ça fait déjà, le temps passe, je suis très heureuse parce que j'ai lâché la recherche de paillasse, proprement dite, pour m'occuper des collections. Et je trouve ça tout à fait intéressant parce que j'ai l'impression maintenant d'assister à l'application de tout ce que j'ai fait pendant toute ma carrière en laboratoire et de voir un petit peu les résultats, comment ça a évolué. Et je suis de l'autre côté, je suis côté conservateur. J'ai beaucoup plus de contacts alors concrets avec les conservateurs parce que comme j'ai une certaine ancienneté, les mains dans le pétrin. Voilà, alors donc j'ai une certaine expérience et donc je peux peut-être leur être utile de par mon expérience. Et en tout cas, c'est comme ça que je suis sollicitée. Et je trouve ça merveilleux. Merveilleux, je suis heureuse. À tel point que je me dis que j'aurais dû prendre ma retraite avant. Ah oui, complètement. Parce que je suis débarrassée de tout ce poids administratif qui devenait de plus en plus lourd et qui m'empêchait de faire des choses beaucoup plus intéressantes. Et je suis dégagée complètement de cet aspect et je peux me préoccuper que de ce qui est passionnant
dans les collections, avec les conservateurs, je suis beaucoup dans les revues éditoriales, alors donc je suis peer reviewer pour pas mal de revues, donc je vois encore ce qui se fait dans la matière de recherche. Et puis j'ai quand même gardé un pied au laboratoire et je m'occupe encore de très loin, de certaines recherches. Et je trouve ça très confortable. Merveilleux. Tu as dit ce matin la dette que tu avais à l'égard de Thérèse Kleindienst en ce qui concerne l'écriture. Ah, c'est vrai. Elle m'a appris à rédiger. Je ne savais pas du tout rédiger. Je n'avais jamais fait de ma vie une bibliographie, comme on peut l'appeler. Et au départ, les premières publications que j'ai écrites, même un certain nombre, c'était toujours revu par Thérèse Kleindienst. Toujours. Du reste, elle ne m'aurait pas jamais permis d'écrire si elle n'avait pas relu ma publication. Donc, à la limite, mais très tard, parce que je me souviens d'un soir, c'était une femme remarquable et toujours occupée à 150%, donc elle ne pouvait m'accorder du temps qu'à partir de 9h le soir. Ah oui, donc ça faisait des soirées de 9h à 1h du matin. Elle n'avait pas d'heure. À corriger tes textes. Ah, à corriger mes textes, mais d'une façon comme un professeur. Ah oui. Et ça durait assez longtemps, puisque je me souviens d'un été de mai 68, où revenant de la Bibliothèque nationale, je me suis trouvée dans les pavés, boulevard Saint-Michel, ça m'a marqué. Et je revenais d'une séance de travail à la Bibliothèque nationale avec TK, qui avait dû encore critiquer, enfin analyser un de mes articles. Donc tu vois, c'était 68. Oui. Donc j'ai commencé avec elle en 53. Donc elle m'a suivi longtemps. Mais je lui en suis très reconnaissante parce que je n'avais aucune idée de la façon dont on pouvait présenter un travail. La synthèse, je crois que j'avais pas trop de problèmes, mais c'était plutôt la présentation stylistique, bibliographique. Pour une chartiste, elle était très pointilleuse. Mais ça t'a convaincu, en fait, s'il en était besoin, de la nécessité de la publication. Ah oui, complètement. Et ça m'a permis, ça m'a énormément aidé. D'abord, ça m'a permis à écrire, je ne sais pas si c'est correct, mais un peu moins mal que ce que je faisais. Et en tous les cas, à l'apprendre à mes collaborateurs et aux étudiants. Et à revoir les thèses des étudiants qui ont besoin d'être vues par quelqu'un d'autre. Et remettre en forme et être assez pointilleux moi-même pour leur bibliographie. Et elle m'a complètement formée. Je lui dois toute ma carrière. Vraiment. Je sais que dans le domaine scientifique, les chimistes en particulier, je crois, ont l'habitude de co-signer des articles. Et est-ce qu'il t'est arrivé de co-signer des articles avec des conservateurs ou avec des restaurateurs? Oui. C'est sûr qu'on a plutôt écrit en équipe avec mes collaborateurs du laboratoire. J'ai toujours co-signé les recherches que j'ai dirigées personnellement, mais dirigées d'une façon pratique. Je ne dis pas en faisant des réunions de synthèse toutes les semaines pour programmer, etc. Quand je me suis investie dans une recherche, j'ai toujours co-signé. Et j'ai donc beaucoup co-signé avec mes collaborateurs. Avec des conservateurs et des restaurateurs, oui, ça m'est arrivé. Oui, dans la biblio, on doit le voir. Mais ça t'est arrivé par hasard ou est-ce que c'était des choix Non, ça m'est arrivé à propos d'une œuvre, à propos d'un travail qu'on avait fait en commun, plutôt avec des restaurateurs qu'avec des conservateurs, parce que c'est surtout avec les restaurateurs qu'on travaillait. Mais ça m'est arrivé. C'est pas très fréquemment, mais c'est arrivé. Je pense qu'il faudrait que je regarde dans la liste des publications, mais... J'aimerais maintenant que... Si, ça m'est arrivé d'écrire un livre. Ah, mais oui, j'allais oublier. On a écrit un livre avec Michel Duchin, qui est conservateur, il est chartiste, était directeur du service technique des archives nationales, conservateur en chef. Et on a écrit un petit livre sur la conservation des archives, ensemble, qui était publié par l'UNESCO. Oui, j'allais l'oublier. Donc, avec... Oui, non, moi je savais que j'avais publié quelque chose de ce genre. J'avais oublié. J'avais oublié. Non, j'ai dû. Et dernièrement, on a fait l'article du papyrus pour ton livre. Oui, avec un conservateur du département des antiquités égyptiennes. Ce n'est pas mon livre, c'est le livre de Paolo. Le livre de Paolo, pour lequel tu as beaucoup travaillé. Oui.
On vient de parler de Thérèse Kleindienst, mais j'aimerais que tu rappelles aussi d'autres personnalités marquantes pour toi dans ta profession ou plus largement dans la profession muséale, dans les professions muséales. Je pense en particulier à Georges-Henri Rivière, dont on a parlé ce matin, et par là même, ça va nous permettre d'entrer dans le domaine international qui t'est cher. Oui, il y a beaucoup de personnes qui m'ont marqué. J'imagine. J'ai eu des grands maîtres. J'ai eu des grands maîtres en France, bien sûr, mais j'aimerais bien parler des grands maîtres européens, internationaux, mais surtout européens. J'ai eu la chance, grâce à Thérèse Kleindienst, d'entrer, de connaître les collègues niveau international très très jeunes. Alors tu étais gamine, très jeune, gamine tu étais. Gamine, là j'étais gamine. J'ai aussi été gamine. Et donc la première fois que j'ai eu un contact hors de la France, un contact professionnel hors de la France, c'était en 1957. Et traînée, là aussi, par Thérèse Kleindienst qui m'a dit qu'il fallait absolument que je rencontre des grands savants, des grands maîtres de la conservation, et qu'il y avait une réunion à Amsterdam d'un conseil international des musées. Je crois que c'était un comité mixte des laboratoires, et l'intitulé, comment tu dois ça, comité mixte laboratoire et traitement des peintures. Traitement des peintures, voilà. Traitement des peintures. Et qu'il y avait donc une des réunions à Amsterdam et qu'il fallait que je vienne. Donc je me suis retrouvée, j'étais vraiment très jeune, j'avais 26 ans, c'était en 1957, j'avais 26 ans, dans le bureau d'Arthur von Scandel, qui à l'époque était le directeur de Rijksmuseum. Nous étions, c'était peut-être pas le bureau, c'était la salle du conseil, puisque nous étions, j'avais compté à l'époque une quarantaine. Et alors se trouvaient là les plus grands de ce monde de la conservation. Il y avait Paul Cormans, il y avait Georges-Henri Rivière, il y avait Sir Philip Handy, qui était directeur de la National Gallery à l'époque. C'est ça. Il y avait Brandy, il y avait Gittens de la Smithsonian, et bien d'autres que je dois oublier. Il y avait Gary Thompson, il y avait Paolo Cadorin. Paolo Cadorin avec Georg Schmidt. Et donc, je me suis retrouvée là, dans ce milieu, toute jeune. Ils avaient tous au moins 10 ou 20 ans, 15 ans de plus que moi, et très gênée. On m'a présenté, j'ai eu un accueil très chaleureux, dès le départ. Dès le départ, Cormans, qui était un homme plutôt froid et réservé, comme on m'a présenté en tant que chimiste, la jeune chimiste qui travaille pour la Bibliothèque nationale, parce que c'était à l'époque en 1957 où j'étais dans mon petit sous-sol crasseux en train de travailler sur les champignons du papier. Donc Thérèse Kleindienst m'avait fait mousser auprès de ces messieurs. Et il y avait avec nous Jean Porchet, qui à l'époque était le conservateur en chef du département des manuscrits de la Bibliothèque nationale, qui était un homme tout à fait prodigieux, et qui lui était venu à cette réunion parce qu'il était intéressé de rencontrer Paul Cormans en particulier, qui avait travaillé sur la peinture, et Jean Porchet avait une idée fixe, c'était d'analyser la couche picturale de ces enluminures pour essayer de retrouver la nature des pigments, la nature des liants. Là, c'était un travail d'analyse structurale. Et donc, il m'avait posé la question, moi j'étais totalement ignare dans ce domaine, et je ne savais pas répondre. Et lors de ce colloque, où il y avait eu sans doute des dîners, parce que c'est toujours dans les dîners que nous discutions. J'en parlerai avec Paolo Cadorin, des dîners. Ah oui. Lui, il s'en souvient. Et lors de ce dîner, il y a eu une conversation entre Jean Porchet, Paul Cormans et moi-même, et Jean Porchet a expliqué son problème en disant qu'il aimerait bien que je travaille sur la question, et moi disant « oh, mais je ne sais pas ». Et Paul Cormans tout de suite a dit « mais il n'y a aucun problème, chez moi, on travaille sur les pigments, on fait de la micro-analyse, je vous prends chez moi pendant 3 mois et vous saurez tout ». Et comme j'étais une jeune maman, j'avais un bébé de 6 mois, je ne me voyais pas en train de quitter ma famille pendant 3 mois, et j'étais complètement affolée, n'osant pas refuser une telle proposition, surtout poussée par TK, et quand même très ennuyée d'accepter. Alors finalement, on a transigé, il a été décidé que pendant 2 ans, j'irais tous les mercredis à Bruxelles pour apprendre la microchimie avec un superbe
collaborateur de Cormans qui s'appelait Thyssen et qui faisait, tu as dû le connaître, et qui faisait toute la microchimie. J'ai appris tout sur la microchimie, j'ai été fascinée. Et j'ai continué donc pendant 2 ans ce petit périple de tous les mercredis, c'est un peu fastidieux. Et la 2e année a été engagée Liliane Masquelin comme physicienne fraîchement diplômée de son doctorat universitaire. Et elle a été engagée pour commencer à faire des analyses en spectroscopie infrarouge. Et donc, j'ai eu l'occasion de travailler avec elle sur mes pigments en infrarouge. Donc, dès le départ, dès l'origine du travail de Liliane, j'ai travaillé avec elle. Et donc, je me suis insérée dans cette équipe de l'IRPA. J'ai lié d'amitié avec René Sneyers, qui était devenu un réel ami. Et c'est avec lui, du reste, beaucoup plus tard, en 1965, qu'on a décidé de créer le comité de conservation c'était en 65, oui, comité de conservation de l'ICOM, maintenant ICOM-CC. Et donc il a été le président du premier bureau et j'étais sa vice-présidente. Alors à cette occasion, donc j'ai connu très bien Paul Cormans, qui a été d'une gentillesse à mon égard extraordinaire. J'ai connu donc toute l'équipe de l'IRPA. J'ai connu, il y avait Harold Plenderless, j'allais l'oublier. Oui. Oui. Germain Bazin. Il y avait Germain Bazin, oui, moins sympathique. Mais bon, il y avait même Madame Bazin à tous les congrès. C'est un souvenir inoubliable. Mais les hommes qui m'ont marqué, ça a été d'abord Cormans, et ça a été Harold Plenderless, et surtout Georges-Henri Rivière, avec qui j'ai lié d'amitié très, très fort. Et j'ai été époustouflée par cet homme. Il a vraiment marqué ma vie, parce que c'était quelqu'un d'inoubliable. Et donc, là aussi, j'ai eu beaucoup de chance, parce que je l'ai séduit, et j'ai beaucoup, beaucoup travaillé avec lui au sein de l'ICOM. Il m'a chargé de beaucoup de tâches, et j'ai fini du reste la fin de sa carrière ICOM en lui portant sa valise de médicaments parce qu'il oubliait tout partout. Et j'étais un petit peu son infirmière et j'ai des souvenirs de travaux au moment des réunions de l'ICOM, comité de conservation, avec les décisions et les amendements. Et j'ai des souvenirs en particulier d'un congrès qui avait lieu à Moscou. Et donc, on travaillait jusqu'au milieu de la nuit dans sa chambre en laissant les portes ouvertes de manière à ce que ça ne soit pas ambigu, parce qu'il ne voulait pas s'enfermer avec une jeune femme, les souvenirs. Et donc, c'est vraiment été très marqué. Par Harold Plenderless aussi, qui a été tout à fait charmant. J'étais extrêmement bien accueillie dans ce milieu international et j'ai été sollicitée pour présenter mes travaux, bien avant d'être sollicitée au niveau national. Et j'ai été reconnue au niveau national très longtemps après avoir publié au sein de l'ICOM, au sein de l'IC. J'ai aussi lié d'amitié avec Gary Thompson. On s'est fréquenté amicalement. Avec Paolo Cadorine, bien évidemment. Enfin, c'est un de ceux qui restent de cette vieille équipe. Malheureusement, ils sont tous décédés, je crois. C'est-à-dire que oui, il y en a beaucoup qui ont disparu, mais il en reste encore quand même. Le petit groupe des 40, il ne doit pas. Et alors Arthur Van Scandel, j'ai beaucoup travaillé avec lui. Moi, je l'ai énormément admiré et apprécié. C'est un homme tout à fait remarquable par sa simplicité, c'est un érudit, des connaissances historiques, artistiques. Et c'était un plaisir de passer une soirée avec lui. Lui aussi, il m'a marqué. Je suis toujours très impressionné quand je parle avec des gens qui sont en général plus jeunes que nous, je ne sais pas, d'une quinzaine, d'une vingtaine d'années, et qui reconnaissent qu'il y a eu un moment privilégié. Enfin, ils prétendent qu'il y a eu un moment privilégié dans les années 50, début des années 60. Est-ce que tu partages? Oui. Et comment expliques-tu? Oui, je crois. L'émergence. C'est difficile. Moi, j'étais éblouie par toutes ce. Alors, est-ce que j'étais éblouie parce que j'étais très jeune et que je ne savais rien? Ou est-ce que j'étais éblouie parce que ces hommes étaient éblouissants? Je crois que des gens comme Arthur Van Scandel, Georges-Henri Rivière,
Paul Cormans sortait quand même de l'ordinaire, je crois. Je crois qu'indépendamment de ma jeunesse et du fait que j'étais fascinée, j'ai pu être fascinée par des gens qui n'étaient en soi pas tellement fascinants parce que je ne savais rien. Et que, comme il savait des tas de choses, je ne sais pas, c'est difficile de faire la part des choses. Mais je crois quand même qu'il sortait de l'ordinaire, il me semble. Alors peut-être, est-ce qu'actuellement on trouve des gens de la même valeur? C'est un peu la question. Je ne suis pas sûre. Je ne suis pas sûre, mais maintenant peut-être je suis faussée parce qu'on est plus exigeant. On a du recul, ce que je n'avais pas. Et c'est peut-être aussi parce qu'il y avait beaucoup moins de chemin battu déjà. Ça c'est sûr, donc c'était plus sûr. Ton domaine, oui, par exemple, bah, bien tu sûr. le disais au début de nos entretiens. Bien sûr, en fait, il n'y avait rien. Il y avait rien. Rien. On était complètement pionniers. Ouais. Dans le domaine des arts graphiques, il n'y avait rien. Puis je ne parle pas de la photo même. Mais même le papier, le parchemin, le cuir, il n'y a pas encore beaucoup sur le cuir. Cuir et parchemin, tu sais, il n'y a pas beaucoup de laboratoires qui s'en occupent. Ce qui a été l'originalité de notre centre, c'est qu'on s'est occupé à la fois du papier, du cuir, du parchemin et de la photo. Et en réalité, on n'en trouve pas tellement, parce qu'il y a des laboratoires très spécialisés dans le papier, mais l'ensemble, c'est assez rare. Alors, c'est un peu dur de dire qu'actuellement, il n'y a pas d'homme du niveau d'un Van Scandel. C'est sûrement faux, il y en a sûrement. Les noms ne me viennent pas à l'esprit. Ça... Oui. J'en ai pas à l'esprit là, mais je pense qu'il doit y en avoir. Je suis pas tellement sûre. Ils sont plus administratifs, tous les directeurs de musées. Ils sont... Enfin, c'est une vue très pessimiste. Il y a sûrement des gens de la même valeur. Peut-être on les connaît moins. Peut-être ils sont moins mis en vedette parce que les choses sont moins nouvelles. Et effectivement, ils étaient pionniers, toutes ces personnes. C'est vrai que... Et aussi le fait de l'ouverture des frontières, ce qui pour nous, dans notre monde actuel, nous paraît presque évident. Mais c'était déjà très ouvert par le biais d'organismes internationaux comme l'ICOM, comme l'AIC, c'était déjà, on était très au courant quand même. Le message passait bien à ce niveau-là. Je ne sais pas si c'est plus ouvert maintenant. Enfin, si, il y a beaucoup, beaucoup plus de congrès. Mais est-ce que c'est un bien? Oui. Je ne suis pas sûre. Parce on revient finalement très souvent déçu. Moi, je reviens d'un colloque là à Munich qui était exclusivement réservé au problème de la biodétérioration des biens culturels par les champignons, ce qui est tout à fait exceptionnel. Il n'y a pas de colloque sur les champignons. Moi, j'ai couru là-bas parce que je me suis dit, enfin, on va trouver quelque chose de nouveau, un substitut à la fameuse oxyde d'éthylène qu'on voudrait bien voir remplacé. Il n'y avait rien de nouveau, rien. Alors les gens n'osent plus traiter maintenant, c'est toujours la conservation préventive. On a les documents moisis, on les met dans des conditions thermohygrométriques correctes, donc ils ne vont pas pousser, ils ne vont pas germer. Je trouve que c'est horriblement dangereux. Et puis voilà, c'est parce qu'on ne sait pas faire autrement. Mais ça n'évolue pas beaucoup. On multiplie les congrès, on multiplie les réunions, mais ce n'est pas pour autant que les nouveautés sont mises en évidence. Parce qu'à t'entendre, des nouveautés pourraient apparaître. Mais je crois que oui. Mais bon, ça va apparaître. Il faut le temps, il faut laisser le temps. Tu parlais de Georges-Henri Rivière, à part des nuits passées dans un hôtel de Moscou avec la porte ouverte. Pourquoi est-ce qu'il t'a marqué Oh, il m'a marqué, le personnage m'a marqué. D'abord, j'ai trouvé qu'il faut... Bon, je sais qu'il a été très contesté, mais moi, c'est cet aspect du personnage qui m'a beaucoup intéressée. C'est qu'il fourmillait d'idées et qu'il les a quand même mis en pratique. Alors, bon, son musée des arts et traditions populaires, on a beaucoup critiqué le gâchis financier, beaucoup critiqué. Et de par le fait que c'était un personnage tout à fait exceptionnel, qui avait mis l'idée à la minute et qui donc en changeait constamment, c'est sûr que pour le suivre, c'était pas toujours évident. Mais je crois qu'il a réalisé quand même un outil
peut-être contestable, mais qui est un vrai outil et qui a amené quelque chose de nouveau en France, au Musée des Arts et Traditions Populaires. Moi, je trouve qu'il est quand même unique en France, par sa richesse des collections. Je ne sais pas comment il va devenir, il y a un virage à prendre. Je n'ai pas d'avis sur la question. Je fais confiance à Michel Collardel, que j'aime aussi beaucoup. Voilà quelqu'un de très grande valeur. Tu vois, il y a sûrement des gens de très grande valeur. Et lui, j'ai beaucoup d'estime pour lui. Et je suis sûre qu'il va faire quelque chose de très bien. Peut-être très différent, mais bon, il faut... Donc, je trouve que Georges Henry a eu beaucoup d'idées. Je crois qu'il a fait avancer beaucoup les choses en tant qu'ethnologue et en tant que musée technique, musée de plein air, musée industriel, je cherche le mot que je... Écomusée. Écomusée, voilà, merci. Il est fondateur des écomusées, c'est quelque chose de très précieux. Moi, je crois qu'il a laissé beaucoup de choses, tout en étant toute sa fantaisie. Alors, le côté fantaisie de Georges Henry, non conventionnel, m'a beaucoup plu, Et puis, c'était un homme très, très complet. On pouvait lui parler de tout, au point de vue culturel, que ce soit peinture, musique, surtout musique, bien sûr. Il m'a initié aux Beatles. Ah oui. Je me souviens qu'à New York, au moment d'un colloque, un soir, on sortait d'une réunion, il me dit « Tu es libre ce soir ?» Oui, très bien. Eh bien, si on allait voir Yellow Submarine. Alors, je lui dis « Ah bon, qu'est-ce que c'est que ça ?» Et il me dit « Tu connais pas les Beatles ?» Et j'ai dit « Oh, j'ai entendu parler de ce groupe, mais je le connais plus. Tu vois, c'était tout à fait... » « Oui, j'ai entendu vaguement. » On m'a dit « Mais c'est pas possible, pas connaître les Beatles, mais c'est pas possible. Tu viens avec moi voir Yellow Submarine. » Et c'est le film qui venait de sortir. Il venait de sortir, là, il s'est sorti 15 jours avant. Et j'adore les Beatles. j'ai adoré les Beatles. Ah, c'est vrai que c'est un film extraordinaire. Yellow Submarine, c'est un film extraordinaire. Ouais. Je l'ai revu, mais j'ai une nostalgie de Georges Henry. Donc, si tu veux, on pouvait faire autre chose que parler écomusée. C'est un homme tellement fascinant. Qui marquait dans ce milieu. Si tu veux, quand tu compares Georges Henry avec Van Scandel, évidemment, c'est pas du tout le même personnage. Ils s'entendaient très bien. Mais c'est ça qui était extraordinaire, je crois, dans ce groupe. Dans ce groupe, si tu imagines Sir Philip Handy de Londres, si tu imagines Germain Bazin, Jean-Henri Rivière, Cesare Brandi, Franco Russo, Lilli, au milieu, splendide comme une statue grecque. Je trouve que c'est formidable de les avoir connus et d'avoir vécu avec eux pendant plusieurs semaines à chaque congrès, parce que c'était tous les 2 ans à l'époque. Et comme je te disais, je n'ai jamais manqué. Moi, j'étais fascinée. J'étais complètement pétrifiée de cette fameuse petite réunion. Et quand j'en suis revenue, j'étais complètement fascinée. J'ai dit, mais je ne savais pas que ça existait, des gens pareils, passionnés par le milieu. Je pense que c'est eux qui m'ont donné la passion. Mais tu es la seule représentante de nationalité française qui ait participé de manière aussi régulière. Ah oui, je crois, oui. Oui, mais l'ICOM, ça a toujours été un peu mon enfant. Et pourquoi ? Je crois que j'ai été fascinée par cette équipe. J'ai lié vraiment des liens amicaux. Van Scandel, il était presque mon père. Enfin, il avait une vingtaine d'années de plus que moi. Et je pense que c'est ma jeunesse qui a dû l'attirer, parce que l'époque... Et donc, il a eu envie de me voir, et moi, je passais une soirée avec lui, mais c'était merveilleux. Et alors, ce qui m'a ébloui, c'est surtout à l'époque... On était peu nombreux dans ces congrès-là. Je parle du premier, mais il y en a eu bien d'autres. Et alors, on avait toujours ces congrès dans les musées, et on avait toujours la visite des musées avec toute cette équipe. Et on passait, comme avec toi, du reste, des heures devant un tableau, quand visiter un musée avec Arthur Van Scandel. Mais ça n'a aucun rapport entre une visite avec lui et une visite seule. Donc, ils m'ont amené à aimer la peinture, à visiter un musée d'une façon intelligente. Ils m'ont appris tellement de choses, ils m'ont apporté tellement de choses que je crois que c'est pour ça que j'ai adoré. J'ai pas eu envie de rater un congrès de l'ICOM parce que c'était les communications, mais c'était tout le reste aussi.
Mais je pense que c'était aussi réciproque, parce que ton ouverture d'esprit et ta curiosité intellectuelle font que, Oui, pour eux, tout d'un coup, le papier, qui ne devait pas être très excitant, devenait une chose, un monde absolument extraordinaire, oui, non? mais je ne sais pas pourquoi j'ai eu cet écho, mais Oui. c'est vrai que j'ai eu beaucoup de Oui. chance. Je pense que j'étais française, il n'y en avait pas eu, et que j'étais jeune, et qu'ils étaient nettement plus âgés, alors que ça les a amusés peut-être d'avoir une petite jeunesse, une chimiste en plus. Ils étaient tous conservateurs de musée. Donc j'étais une chimiste me préoccupant du papier, très jeune et française. Ça les a... Bon, il y avait ça Paul les a- Coremans quand même, Oui, qui était chimiste. oui, mais Paul Cormans, j'ai eu aussi... Bon, disons qu'avec Paul Cormans, moi je considère que Paul Cormans est mon maître. Ah Je n'avais oui. pas des relations d'amitié avec Paul Cormans, c'était mon maître. Du reste, c'était amusant parce que dans les congrès, tu sais, tout le monde est dans un très bon terme. Et puis, quand il m'avait donc invité à venir d'abord visiter l'IRPA, qui m'a fait visiter, quand je suis arrivée dans le bureau de Cormans, il était derrière son bureau. Moi, je me suis sentie toute petite. J'ai dit, oh, mais j'étais pas comme ça avec lui. Quand j'en étais à je ne sais pas quelle ville, il m'a impressionnée, si tu veux. Mais il devait être aussi Mais j'ai connu intelligent. Cormans dans son ancien, avant l'IRPA, avant Oui, c'est ça. avant Oui, le bâtiment oui. du parc de Ce Cinquantenaire. bureau qui était une espèce de petit couloir, Oui, avec un grand encombré de bureau. bibliothèque. Oh là là, c'était un peu sordide. Oui, oui. Hein, Ah oui, c'est- c'était Et alors, super. j'ai connu là, René Sneyers, que j'ai Ouais. beaucoup aimé. Alors là, c'est devenu un ami très, Ouais. très, très proche, René. Il venait à la maison et j'ai beaucoup aimé René et j'ai beaucoup apprécié son humour. Et là, aussi, sa partie sur la scientifique. Moi, j'ai des souvenirs de discussions sur la climatologie. Voilà quelqu'un qui faisait la conservation préventive dans les années 60. Mais c'est justement pour ça que je suis revenu sur Jean Rivière, connaissant en fait l'image qu'on en a encore maintenant. Il a me continué semblait trop que- tard, tu vois, c'est pour Ouais, ça qu'il faut s'arrêter ouais, pas trop tard. ouais. Il a continué, il a fait une petite Bah, dizaine d'années trop. C'était sa vie. Hein. Oui, mais les dernières années, il avait rien il d'autre. amenait Ouais. ses étudiants, au laboratoire, c'était épouvantable. Ah oui. Épouvantable. Les 2-3 dernières fois, je me souviens lui avoir proposé un fauteuil dans mon bureau et il tenait plus debout, le pauvre. Ouais. Et ça me faisait mal. Il a continué trop tard. C'est pour ça qu'il faut s'arrêter avant. Il faut être conscient. C'est difficile. Mais comment, parlant justement de Georges-Henri et de ses étudiants, je reviens à toi et à ta profession. Comment conçois-tu la formation de jeunes scientifiques qui décideraient de s'intéresser aux problèmes de conservation? Ah, comme ça, mais qui aurait quelle forme des restaurateurs, tu parles? Non, des scientifiques. Ah, des scientifiques. Des scientifiques. Que ce soit des chimistes, que ce soit des physiciens, Moi, je crois beaucoup à la formation sur le tas. Oui. C'est-à-dire que pour des scientifiques, je crois que la meilleure façon de se former à la recherche en conservation, c'est de venir travailler dans un laboratoire, de faire un mémoire, de venir faire un DEA, de venir voir un peu, passer 1 an dans un laboratoire de recherche sur la conservation et de voir un petit peu si vraiment ça leur plaît ou pas. Et d'avoir une approche il la faut- plus généraliste possible. Oui. Oui. Il faut les accueillir dans les laboratoires, leur montrer la façon dont on travaille, les faire circuler dans les différentes sections pendant déjà quelques mois, et ensuite leur proposer, quand on voit qu'ils sont mûrs, leur proposer un sujet de recherche personnelle à faire dans un domaine. Et au bout de l'année, ou au bout d'1 an ou 2, tu vois s'ils sont mûrs pour travailler dans ce domaine, ou si au contraire il faut mieux qu'ils fassent une recherche ailleurs,